bienvenue sur le podcast de 108 milliards. Aujourd'hui, je reçois Yvan Vibo, qui a fondé Evaneos et maintenant Sidekick. Salut Yvan. Salut Mounia. Bienvenue. Merci, ravi d'être là. Bah ouais. Alors, Yvan et moi, on se connaît de notre ancienne vie parce que du coup, tu avais Isaïe comme investisseur chez Evaneos. Exactement, c'est notre premier invest. Ouais, donc du coup, si pour les gens qui ne connaissent pas, Evaneos, c'est quoi? C'est une plateforme de mise en relation entre des voyageurs et des agences de voyage locales partout dans le monde, sélectionnées, pour faire un voyage à impact le plus positif possible. D'accord, ok. Et donc, c'est une boîte que tu as montée quand J'ai créé ça en 2009, en sortant d'école, Ouais. avec Eric Labonardière, donc je suis cofondateur, Ouais. et ça a tout de suite pris. Et c'est D'accord. là où on s'est rencontrés en 2011, je crois. Donc, Ah non, oui, avec Isaïe, mais moi j'ai avec rejoint Isaïe. Isaïe en Tout à fait. 2015. Donc Ouais. c'était Christophe qui était à ton board, c'est C'est ça? Christophe, exactement. Ok, Ouais. d'accord. Donc moi, voilà, je te connaissais. Vous étiez Evaneos, c'était un peu l'une des belles boîtes du portefeuille d'Isaïe fait avant que j'arrive. Et non, après, nous, on a plus travaillé ensemble parce que donc moi, chez Isaïe, je m'occupais des investissements en amorçage et je mettais à chaque fois donc un board member, business angel un peu plus actif que les autres, on va dire, dans les boîtes. Et on avait fait ensemble une société qui s'appelle Mon Banquet. Exactement. Donc, tu étais au bord de Mon Banquet, on faisait le board ensemble. Donc, on fait un petit coucou à Maxime. Salut Maxime. Là-dessus, voilà. Donc voilà, donc on se connaît d'une ancienne vie. Chacun sait que l'autre existe, mais bon, on ne se voit pas tous les matins. Et l'été dernier, je fais un post LinkedIn où j'explique. Je m'excuse auprès de toutes les formations de coaching que j'ai faites où on m'a dit le coach, il faut surtout pas qu'il influence ses clients, il faut juste qu'il pose des questions, etc. Et moi, je dis, excusez-moi, moi j'influence mes clients. Il y a plein de fois où j'enlève ma casquette de coach et je mets ma casquette d'ancienne VC ou d'entrepreneur, etc. Et que mes clients viennent chercher ça. Et suite à ce post, tu m'envoies un mail, tu te rappelles à mon bon souvenir et tu me parles de Sidekick. Raconte un peu. Sidekick, alors c'est une longue histoire Sidekick, puisque c'est d'abord une histoire personnelle, où moi en montant Evaneos, j'ai toujours été accompagné, d'abord par un coach dans le cadre de l'incubateur Central Paris. Ok, donc ça veut dire que dès que tu as commencé Evaneos, ça se faisait pas trop à l'époque, le coaching, c'était pas encore à la mode. Non, mais ils appelaient ça mentor, c'était un coach, nous, qui avait le tampon coach, qui était le D'accord. responsable de la filière, et qui accompagnait certaines entreprises de l'incubateur. D'accord. Toutes les entreprises de l'incubateur avaient soit un mentor, soit lui en tant que coach. D'accord, ok, donc toi, tu as toujours connu ça. Et Ouais. t'en avais vu les bénéfices directs ou... Ah oui, complètement, plus que direct. Moi, donc j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai pas mal voyagé, j'ai fait un tour du monde en césure, et donc je suis sorti de là, j'ai monté ma boîte et j'étais l'ingénieur classique, donc tout le côté émotionnel, savoir-être, positionnement, pour nous, tout ce qui était RH, management, c'était bullshit à l'école. Ah, d'accord, donc je suis c'était tombé vraiment là-dedans, du bullshit, du chinois. Exactement. Ok, Ouais, ou c'est même pas la notion de bullshit, c'est que c'était, on voyait même pas ce que c'était en fait. d'accord, c'était pas concret. Exactement. Et ce coach, comment il a travaillé avec vous au début? Donc il nous a accompagnés tous les deux, Eric et moi. D'accord. Donc vous avez fait la même école avec Eric? Non, alors D'accord. oui et non. C'est-à-dire que moi, en ayant l'idée de monter un projet, Ouais. je suis allé chercher des associés. Je voulais quelqu'un qui soit justement pas ingénieur, Ok, idéalement même pas centralien, ouais, pour justement être complémentaire, apporter une autre vision du monde. Moi, j'ai fait un tour du monde avec de Nana, école de commerce, qui ont fait un projet qui était très riche et qui me dépassait. Moi, là, D'accord. ce qui est important pour moi, c'est de créer des projets from zero to one avec des profils très différents et qui créent quelque chose qui nous dépasse en fait dès le début. d'accord. Et donc pour ce projet sur le voyage, parce que j'avais une certaine vision du voyage, mais même pas de concept, rien du tout. J'appliquais bêtement ce que j'avais fait, donc j'ai envoyé des mails dans toutes les newsletters alumni des écoles de commerce. D'accord. Donc Eric, tu l'as retrouvé comme ça? Exactement, Eric m'a Ok. répondu. Mais Ok. lui, il a fait une école d'ingénieur en fait à la base. Ah, ça, Et tu après, il a savais. fait HEC Entrepreneur. D'accord, ok. Donc, Donc, c'est comme ça que vous vous êtes trouvés. Exactement, donc il a C'est- fait Supélec, donc même Ouais. école finalement. Ok. Moi aussi, j'ai fait Supélec. C'est une trop bonne école. Voilà, salut Eric. Mais donc, ok, donc tu te retrouves avec Eric à monter une boîte. Vous êtes des jeunes diplômés, vous connaissez rien à rien, et notamment à plein de sujets, RH, soft skills, etc. Et donc, Exactement. ce coach vous accompagne tous les deux dès le départ. Exactement. Et il nous apprend plein de choses, nous challenge sur pas mal d'éléments. Donc ça a été vraiment un élément clé en fait du développement d'Evaneos, notamment au début. Et puis au bout de 2 ans, donc, on a quitté l'incubateur et puis il m'a demandé un bilan. C'est devenu également un très bon ami. Et le bilan, je m'en souviens toujours. Je lui dis génial, tu m'as apporté plein de choses, tu m'as ouvert les yeux. À chaque fois, il y avait pas mal d'angles morts. Par contre, il y a un truc sur lequel je t'en voudrais toujours, c'est que tu as monté des boîtes, certaines jusqu'à une centaine de personnes. Et j'aurais aimé que tu donnes ton avis, vraiment, mais toi, ton avis, Eric. Il s'appelait Eric aussi, désolé. Ah ouais, d'accord. T'es entouré d'Eric. Voilà, exactement. Ouais. Sur ma boîte, quoi. Sur le Ouais. côté business, sur ce que tu portais, ce que tu sentais bien, pas bien. Et avoir un
un échange d'égal à égal. Et enlever le masque, moi, ce que j'appelais le masque de coach. D'accord. Et parce que lui, pendant ces 2 ans, il n'utilisait jamais son expérience, son opinion, ses convictions. Exactement. Il était tout le temps dans cette posture. Forcément un peu, son expérience pour parler le bon langage. Mais par contre, la posture de coach, la notion de ne pas avoir de biais et de faire attention au transfert, au contre-transfert, et donc d'avoir cette notion de prise de recul et faire réfléchir le leader par lui-même et trouver les solutions par lui-même, ça c'était quelque chose qui était très important pour lui. D'accord, donc c'était un peu sacro-saint. Moi effectivement aussi dans ma formation de coaching, ils élevaient ça au rang de dogme limite intouchable. Exactement. Et toi tu lui dis, donc le retour que tu as au bout de 2 ans, c'est ok super, mais je t'en voudrais toujours de ne pas avoir franchi cette barrière quelque part. Exactement. Qu'est-ce qu'il t'a répondu? Lui c'était très clair parce que je sortais d'école, c'était aussi le responsable de la filière centrale entrepreneur, et donc il avait forcément l'ascendant sur nous, il avait une relation qui était prof-élève, et donc dans ce cadre-là, il disait que c'était quand même très subtil de réussir à avoir des discussions en équivalence sans faire intervenir cette relation-là. Et donc, ce qui soit pris pour argent comptant, en fait, que son opinion soit prise pour argent comptant. Ouais. Ce qui est complètement entendable, et c'était un positionnement qui se tenait, mais qui, moi, en effet, me laissait frustré de la relation. Et puis après, on a continué à échanger. Ok. On va garder ce truc-là, parce que pour Sidekick, et aujourd'hui, c'est aussi un enjeu de se dire comment je fais en sorte que mon opinion ne soit pas prise pour argent comptant quand j'ai une posture. Donc, on va garder ce nugget. Mais donc, du coup, tu lui dis ça, il te répond. Ta vie continue. Tu continues à te faire accompagner en tant que patron d'Evaneos? Oui, alors en tant que patron d'Evaneos, c'est rien que le fait d'entendre ça, ça fait pour moi c'est pas la bonne face. C'est pas comme ça que je l'ai vécu. Vas-y. En tout cas, donc c'est moi Yvan qui me développe, qui est une nana qui a fait un tour du monde, qui revient de ça, qui a plein de questions. Et donc j'étais accompagné et par des coachs et par des psys aussi. J'ai ma femme qui m'a aussi fait découvrir tout ce monde-là. Parce que ta femme, c'est quoi? C'est son métier? C'est son pas complètement, mais elle est tombée dans... Ah, elle a toujours voulu être psy, mais elle n'était pas à l'époque. Maintenant, elle est thérapeute. D'accord. Okay. Ah oui, donc quand même, il y a un pattern dans cette famille. Tout à fait. Non, mais c'est intéressant parce que du coup, tu as été justement avec une femme qui s'intéresse à ça et ça t'a amené aussi vers ces sujets-là, quoi. Complètement, tout à fait. Ouais, très tôt. Et en fait, au début, elle était consultante en conduite du changement. Donc aussi, tout ce qui est organisation RH, elle m'a aussi beaucoup challengé là-dedans. Et forcément, elle était... Quand je dis forcément, parce que je pense que les femmes d'entrepreneurs ont un rôle clé dans les aventures entrepreneuriales. Et les maris d'entrepreneuses aussi. Exactement, tout à fait. Les conjoints d'entrepreneurs, on peut dire de façon globale, parce qu'on peut aussi élargir à beaucoup plus de conjoints. J'en ai encore discuté avec deux leaders là, hier et avant-hier. Voilà, un rôle clé de ping-pong, d'échange, d'ouverture et notamment de vision d'angle mort qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur. Donc Lorraine, ma femme, a joué ce rôle-là à 500% à ce moment-là. Et ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur aussi la communication non violente. Elle découvrait ça à l'époque. Depuis, maintenant, elle est certifiée, elle est formatrice en CNV également. Voilà, c'est tout des mondes qui m'ont été ouverts grâce à des accompagnements divers et variés. Et donc tu dis un point très important, quand je te dis tu as continué à te faire accompagner en tant que patron d'Evaneos, tu me dis mais non, j'étais accompagné en tant que Yvan, personne qui avait plein d'enjeux, dont sa boîte et des enjeux perso, et etc. Enfin, tu es un humain. Exactement, quoi. Tout à fait. Okay. Mais moi, c'est ma blague favorite quand un prospect me demande si on va faire du coaching pro ou perso. J'explose de rire, je lui dis assis-toi, ça va bien se passer. Voilà, il y a Martin qui a écrit là dans le blog Sidekick, et il y a pas mal de contenu. Il y en a un, c'est comment faire fi de la notion d'équilibre pro-perso, qui pour nous n'est pas forcément la bonne question. Non, on pourra... Alors Martin, c'est un de tes associés chez Sidekick. Exactement. Et qui a été surtout mon Sidekick. Moi, j'appelais ça sparring partner à l'époque. Okay. Donc suite à ça, je suis pas allé chercher que des coachs. J'ai élargi un peu mon champ et j'ai allé chercher quelqu'un qui pouvait m'accompagner et me faire grandir. Et donc ça veut dire que la demande ensuite, quand tu voyais, donc après tu vas parler de Martin, mais d'ailleurs Martin qu'on invite aussi sur ce podcast dans pas longtemps, je pense que ça va faire des bons épisodes. Ta demande, elle était très claire, elle était: je ne veux pas quelqu'un qui aura juste la posture de coach, donc j'influence pas, je pose des questions, ce qu'on appelle une posture basse. Je veux quelqu'un qui soit capable de me challenger, de donner son avis, etc. C'était ta demande claire. Elle était claire, mais c'était pas exactement celle-là à l'époque. Maintenant, je pense que je la formulerai en effet un peu plus comme ça, mais à l'époque, c'était juste j'avais besoin de quelqu'un qui avait pas de masque, qui était lui, qui était authentique, qui était en direct. Okay. Et un masque qui a un côté négatif, c'est pas forcément le cas, mais moi, c'est pas ce que je voulais vivre dans la relation avec la personne qui m'accompagnait. Donc c'était... alors un autre mot peut-être, est-ce que c'est le mot posture? Toi, dire la posture de coach, la posture de ci, la posture de ça, ça te parlait plus? En tout cas, il n'y avait pas de... Justement, rien que le fait de mettre une posture, ça veut dire que la personne va adopter quelque chose qui n'est pas forcément ce qu'elle va avoir naturellement, ou qui va lui enlever tout un champ d'expression possible qu'elle pourrait avoir avec moi. En effet. Mais c'est pourtant quelque chose qu'on fait dans plein d'endroits, non? Je sais pas, quand t'es...
c'est pas, par exemple, prenons, voilà, tu as dirigé une boîte, une équipe. Il y a plein de choses que tu t'autorisais pas à dire de la même manière que quand tu es en soirée avec tes potes. Complètement. Et donc, c'est pas ce que je cherchais, et c'est ce que je vivais par ailleurs. Je dis Ouais. pas que je dis tout le temps de façon transparente, on pourra en parler. C'était un sujet, moi, qui m'a beaucoup challengé aussi en tant que leader. Ouais. La notion de congruence et comment on arrive à rester aligné. Et en effet, on peut pas tout dire à tout le monde tout le temps, Ok. sinon ça fonctionne pas. Puis on a passé des moments aussi un peu durs avec Evaneos, donc Ouais. on pourra revenir. Mais c'est plus la notion d'être, parce que posture, je pense qu'on rajoute des mots pseudo-artificiels au point, c'était d'aller chercher des personnes et dire Ouais. tiens, en fait, je suis content de faire un bout de chemin ensemble, comment on grandit ensemble. Et donc ça a été certains, c'était des coachs qui avaient une posture potentiellement de coach, mais avec une relation qui, moi, me permettait de vivre ce que je voulais vivre. Et donc ça faisait D'accord. péter le côté coaching pur. Mais ça a été aussi des personnes qui, aujourd'hui, ils sont même pas titres. Ça peut être du consulting, ça peut être du sparring partner. On s'en fout, à la limite, c'est Exactement. des gens. Tout à fait. Et effectivement, à la limite, moi je me dis que chaque personne, ouais, on peut ressentir le besoin de se coller des étiquettes, mais elle est le dénominateur commun de tout ce qu'elle a vécu, et c'est ça que tu viens chercher à l'instant T. Exactement. Donc ok, donc du coup, toi tu continues à beaucoup te faire accompagner, à grandir là-dessus, tu vois la valeur pour ta boîte, pour ta vie, etc. La suite, comment tu arrives à Sidekey? Et en parallèle, moi, je Ouais. lis beaucoup, je me forme beaucoup aussi, parce que Mhm. les formations physiques, j'ai aussi découvert ça grâce à Lorraine, et donc ça m'a Ouais. permis de découvrir aussi tout un monde. Et à côté, moi, j'accompagne également. D'accord. Alors, Dès le début, donc là tu étais encore chez Evaneos et t'accompagnais les gens. au tout début, en fait, j'ai monté plusieurs boîtes en parallèle, D'accord. dont Evaneos qui a eu la croissance, une croissance un peu plus forte que les autres, pour utiliser un euphémisme. Oui, c'est clair. Et donc, dans les autres boîtes que j'ai suivies, il y en a certaines qui sont mortes, il y en a. Et donc, en fait, dans celles qui étaient mortes ou celles qui continuaient à vivoter, derrière, Ouais. j'étais encore présent et je travaillais avec elles, en fait. Donc, pas opérationnellement, parce que j'étais D'accord. sur Evaneos, mais par Ouais. contre, je continuais à discuter, à les challenger, à apporter un regard extérieur à l'entreprise. D'accord. Donc finalement, tu avais ce rôle d'accompagnant dans les sociétés que tu avais montées et qui étaient Exactement. autour d'Evaneos. Et pour un intérêt purement égoïste, j'allais dire pour moi, et je le disais Ouais. comme ça. Ouais. Et donc il y a une personne, il y a typiquement dans les deux boîtes que j'ai accompagnées juste après Evaneos, juste après pardon, Centrale. Mhm. Donc en parallèle d'Evaneos, il y en a une qui est morte, et il y en a une qui a continué dans un domaine d'activité qui m'intéressait moins, ou avec un fonctionnement qui m'intéressait moins, qui répondait moins à mon besoin. Donc après ça, je me suis rendu compte de l'intérêt de continuer à accompagner des boîtes. Donc je suis allé en D'accord. chercher d'autres à ce moment-là. D'accord. Et c'est là où il y a notamment eu mon banquet. D'accord. Ok. Et donc là, par exemple, mon banquet, tu t'étais affiché comme business angel, donc tu as mis un peu d'argent. Exactement. Et voilà. Vraiment un petit ticket. En général, c'est comme ça que tu accompagnais des boîtes ou... À l'époque, non. De temps en temps, j'accompagnais gratuitement parce que ça m'apportait Tu d'échanger avec les rencontrais personnes. un entrepreneur, une entrepreneuse avec qui ça fitait bien, Exactement. le sujet t'intéressait, tu dis bah, je vais te donner un coup de main. Exactement. Ok. Et avec vraiment cette posture de dire, en fait, c'est pas une posture du coup, à dire cette intention de dire je vais être moi-même et je vais apporter sur la table ce que j'ai. Tout à fait. Et à l'époque, c'était juste simple. On parle on met des mots autour d'un comportement qui était juste échanger, partager ce que moi j'avais vécu, me nourrir de la personne en face, et moi pouvoir prendre du recul par rapport à ce que je vivais au sein d'Evaneos, et puis aussi en perso avec ma famille, avec tout le reste, quoi. Ok, super. Et du coup, donc Evaneos, tu restes opérationnel jusqu'à quand? Ça dure combien de temps cette aventure? Donc de 2009 à... Alors, l'aventure continue. Oui, Je suis mais encore toi, très présent. toi, ouais, t'es Moi, encore j'ai quitté le côté opérationnel. opérationnel. On a officiellement, il y a 2 co-CEO qui ont pris la direction de la boîte en septembre dernier. D'accord. Et Donc jusqu'à avant- septembre dernier, tu étais à 100%. Enfin, Non, pas 100%, parce qu'il y a eu des étapes intermédiaires entre-temps. En fait, Ouais. avec Eric, on s'est souvent renvoyé la balle. d'accord. Donc, il a repris juste avant que je quitte l'opérationnel. C'est lui qui avait repris la direction générale. Ouais. Donc, j'avais encore des projets transverses, mais plus la direction générale de la boîte. Donc, D'accord. l'animation du CODIR et de la boîte en tant que telle. Ouais. Un peu plus de 6 mois avant. D'accord. Et avant, moi, j'ai eu un rôle qui a beaucoup évolué, mais j'ai pris, en effet, je crois qu'il y a 6-7 ans, le rôle de DG, on disait, donc D'accord. tout ce qui est gestion de la boîte en interne. D'accord. Au tout début, tu avais quel rôle? Au début, tu es founder, mais moi, c'est Ouais. le côté technique. J'étais vraiment, D'accord. je suis T'étais CTO à la CTO. base. Tout à fait. Ok. C'est marrant parce que c'est mon associé donc, que tu connais bien, qui est aussi dans Sidekick, Raph, qui a échangé avec toi. Il me dit mais tu te rends compte que Yvan, il était CTO, mais c'est pas possible, il a fait un grand écart. Enfin, ça, pour lui, c'était un grand écart encore plus important que si tu avais été business, entre guillemets. Complètement. Moi, j'étais sur le côté technique, produit, mais avec Eric qui était aussi sur le côté produit. Ok. Et après, moi, j'étais passionné par tout ce qui est croissance. Donc, c'est grosse au sens large. Donc, comment Ouais. tu fais grandir une équipe, sur la culture de boîte, sur l'organisation, le management. Et là, on allait très loin. À l'époque, c'était l'entreprise dite libérée. Ouais. Donc, on a fait aussi pas mal de tests. Voilà, ça, c'est des sujets qui me passionnaient, qu'on a testés, qu'on a lancés chez Evaneos. Est-ce qu'avec le recul, quand tu dis dès tes premières années finalement professionnelles, bon, au début, tu fais ce qu'on attend d'un centralien, donc tu fais la tech, et puis quelques années après, tu t'intéresses à plein d'autres sujets que tu viens d'évoquer.
Est-ce que tu dirais que tu t'es trompé d'études? Que si tu avais su à l'avance, tu aurais étudié autre chose? Ou comment tu... Alors là, on pourrait parler très longtemps d'éducation, qui est un autre sujet dans lequel je me suis plongé. Et, Je te on a réinviterai, beaucoup, parce que voilà, moi, j'ai le concept avec grand plaisir. d'inviter in résidence qui peuvent revenir sur le podcast plusieurs fois. Et donc, Il y a plein de sujets. On a parlé de la voilà. famille, du couple, de Ah voilà, bah, tous génial, ces bah, sujets-là, attends, avec j'ai grand booké le plaisir. studio toute la journée. Et donc, sur le côté Ouais. études, par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est que moi, je me suis éclaté dans mes études. D'accord. À tout niveau. Il y a des trucs sur lesquels, quand je m'éclate pas, j'ai du mal à m'impliquer Mhm. et à bosser. Donc, je me suis toujours éclaté. Mes 2 années de prépa ont été 2 années génialissimes. J'ai jamais fait autant de sport de ma vie. Et au niveau intellectuel, j'ai trouvé ça génial. Donc peut-être que juste toi, tu te nourris de curiosité et tu peux switcher de sujet, quoi. Exactement. Et puis, je crois qu'à l'époque, c'est ce qui me nourrissait, ce que je cherchais. Il y avait des réponses à comment fonctionnait le monde que j'ai eu grâce à ça. Mhm. Et après, en effet, je me suis rendu compte qu'il y avait tout le côté humain qui était aussi clé. Mais à l'époque, non, c'était très, très loin De ton de logiciel. de mes aspirations, de D'ailleurs, mes j'ai oublié de te demander, curiosités. t'as grandi où, ta famille, enfin, c'est quoi ton Euh, terreau? Bonne question. On a beaucoup déménagé. Moi, je suis né à Quimper, mais je suis resté quelques semaines. Donc, j'ai le tampon breton, mais je ne suis pas resté très longtemps. Ouais. Après, on a fait Bordeaux, on a fait Le Mans, on a fait région parisienne. Et j'ai vécu pas mal au Mans. D'accord. Et après, je suis allé en région parisienne. Tu sais que Raph aussi, il vient du Mans ou pas? Ouais, on en a parlé. D'accord. Ok. Voilà, mais Donc, t'as- le point d'où je viens, maintenant, la Mhm. réponse que j'ai, c'est quand même que depuis que je suis né, je vis à Bas-sur-Mer, donc D'accord. en Loire-Atlantique. Ok. Et maintenant, je vis là-bas depuis D'accord, un parce an et que demi maintenant. depuis que tu es né, tu avais une maison de famille là-bas ou c'est quoi? Pas depuis que je suis né, mais depuis que je suis né, je vais là-bas. Et on a une maison D'accord. de famille depuis que j'ai, je sais pas, 10-12 ans. Quelque chose D'accord, comme donc c'est vraiment ça, c'était ça ton point d'attache. Et là, tu y es retourné, tu vis maintenant avec ta famille là-bas Exactement. tout le temps, quoi. Depuis quand? ça. Complètement. Depuis un an et demi. D'accord, C'est la donc tu fais deuxième partie année de cette scolaire. immigration parisienne en province. Exactement. Je Ok. suis en plein dans la caricature. Ouais, bah, moi aussi, et j'en suis ravie. Ok, et t'as des frères et sœurs? J'ai 2 sœurs, D'accord, une grande et une petite. d'accord, t'es au milieu. Exactement. Ok. Deuxième. Ok, donc on revient. Donc, ok, Evaneos, tu continues à te développer, t'accompagnes des gens autour. Tu restes finalement donc comme des postes assez exigeants jusqu'à l'année Parce qu'il y a dernière. peu. Ouais, jusqu'à il y a peu. Juste pour les gens qui connaissent pas Evaneos aujourd'hui, ça fait quelle taille? Je sais pas si tu peux communiquer des éléments. Je sais pas si vous communiquez le chiffre d'affaires ou quoi. Si, mais si, aujourd'hui, on voilà. est. Alors, chiffre d'affaires, ça n'a pas trop de sens, mais aujourd'hui, on est 190 personnes, 180, 190 Ouais. personnes au sein d'Evaneos, donc à Paris. On Ouais. travaille surtout avec 2000 agents partout dans le monde, dans Ok. 600 agences. Ouais. Et on met en relation les voyageurs avec ces agences-là, donc qui sont dans 160 destinations. Mhm. Et donc, on fait voyager des centaines de milliers de personnes. On est à 600 000, le compteur tournant, de personnes qui ont voyagé à travers Evaneos. Ouais, donc c'est gros. Alors, tout est Tout est relatif. relatif. Dans le tourisme, on est tout petit Ouais. dans le monde dans lequel on évolue. Ouais. Aujourd'hui, hein, on est dans la travel tech et dans le travel en tant que tel. Donc, Ouais. on est un petit acteur. Dans le monde du voyage, de découverte, on commence à représenter quelque chose, surtout au niveau européen. Mhm. Et voilà, et donc, ça dépend de ton scope. Ok. Bah, par rapport on va dire, on peut considérer que tu es une success story de start-up. En tout cas, je sais que chez Isaïe, on te considère comme ça, ne serait-ce que par l'argent que tu as fait gagner. Isaïe qui est sorti. Isaïe. Donc aujourd'hui, Oui, Isaïe n'est plus exactement. investisseur. Ils sont sortis en 2018 lors d'une dernière levée. En effet. Ouais. Donc, ils ont fait un on bon considère return que si on parle. Voilà, si on parle de Avec choses que le- moi je connais, est-ce que tu investis dans une start-up? Est-ce que tu gagnes de l'argent? Oui. Après, on peut dire que 2 ans après, on avait Ouais. 0 chiffre d'affaires, c'est le Covid. Ah oui, donc, c'était le Covid. le côté successful, Ouais. il Oui, est, mais il est vous êtes très repartis. relatif. On est reparti. Et là, ça Ouais. marche très, très bien. Et là, on ça a- marche très bien. Tout à Mais donc, justement, tiens, la question qu'on s'est mis un peu au début, aujourd'hui, tu accompagnes d'autres leaders, donc des CEO de boîte, des entrepreneurs. Comment tu fais pour éviter ce petit côté parole d'évangile? Oh là là, c'est Yvan qui a fait un énorme succès avec Evaneos qui me dit que... Comment tu fais pour l'éviter? On va revenir sur le mot posture. C'est pour ça que le mot tout à l'heure, je pense, qu'il a été un peu galvaudé dans la discussion. C'était pas une histoire de posture, mais en effet, nous, on travaille beaucoup avec Psychic, et tu le sais, puisqu'on travaille ensemble là-dessus, Ouais. sur la posture de l'accompagnant. Donc, juste pour finir l'histoire de la création de Psychic, donc je suis allé chercher des personnes qui m'accompagnaient. Et un des derniers qui m'a accompagné, il y en a vraiment eu plusieurs, et merci à eux qui m'ont apporté beaucoup de valeur. C'était Martin Serralta. D'accord. Donc, qui est aujourd'hui un de tes associés. Exactement. Ok. Et donc, qui- Martin, tu es allé le chercher pour qu'il t'accompagne quand tu étais chez Evaneos. Exactement. Il accompagnait le codir d'Evaneos. Il D'accord. travaillait chez Danone avant. Ouais. Et donc, je suis allé le voir en lui disant, tiens, je cherche quelqu'un. Est-ce que tu peux m'accompagner? Non, je suis pas coach. Ok. Ça tombe bien, je cherche un coach. J'adore la conversation. Et voilà. Et donc derrière, c'est parti sur un accompagnement qui a duré 6-7 ans et qui, moi, m'a permis de grandir. Il a changé ta vie. Aujourd'hui, je pense que oui, si j'ai déménagé, quitté Evaneos, si Evaneos est comme ça aujourd'hui, je pense Ouais. qu'il n'y est pas pour rien. Donc D'accord, après, ouais, évidemment. forcément, il accompagne quelqu'un. On ne va pas dire que c'est lui qui a porté Evaneos. Et puis, il y a surtout toute l'équipe qui est derrière. Mais en effet, il a eu
il y a eu des passages et ce que j'appelle des épiphanies, Ouais. des moments de révélation où il y a quelque chose qui apparaît clairement alors qu'avant c'était un gros flou, qui ont été assez clés dans ma vie, dans le développement et dans les steps d'Evaneos. Ok. Et donc, suite à 6-7 ans d'accompagnement Exactement. important. Et donc, suite à ça, moi, j'ai quitté Evaneo, j'ai step back, je suis allé voir les boîtes que j'accompagnais, parce que comme je t'ai dit, j'en accompagnais. Ouais. Et je leur ai dit, mais en fait, je pense que je peux vous apporter plus de valeur que ce que je fais en juste répondant à vos questions et en étant board member. Donc, board member, ça apporte de la valeur, mais on sait bien que c'est quand même très relatif en fonction de la matière qui est apportée, en fonction de la typologie de discussion. Et donc, je leur ai dit, je pense que je peux être plus proactif dans l'échange. Pas en disant ce qu'il faut faire, mais en étant proactif dans l'accompagnement et notamment en ouvrant des angles morts. Donc, je leur ai dit, soit on continue un accompagnement comme il y a aujourd'hui. Donc, je suis un peu investisseur, etc. Mais le reste, c'est pro bono. C'est un échange comme ça de pair à pair. Soit on passe dans un accompagnement où je m'investis dans l'accompagnement. Ok. Et qu'est-ce qui t'a donné, enfin, je sais pas si c'est l'envie ou le déclic de se dire, tiens, j'accompagne déjà des entrepreneurs en tant que board member, en tant que en tant qu'investisseur, et ça me plaît, ça me nourrit. Non, maintenant, en fait, quelque part, tu leur as dit, je vais en faire un métier. Donc je vais le faire sérieusement. Qu'est-ce qui t'a donné ce déclic? Il y a deux déclics. Il y a le premier déclic qui était juste de dire, mais en fait, je peux apporter plus de valeur, donc on va en discuter. Et après, il y a le deuxième déclic qui est de dire, mais en fait, la valeur que j'apporte, elle est très puissante et aujourd'hui, elle n'est pas formalisée. C'est-à-dire que je dois réfléchir à des choses qui, pour moi, me paraissent évidentes. C'est un peu comme si le métier de coaching n'existait pas. Et tu dis, mais pourtant, c'est évident qu'il faut quelqu'un pour challenger les personnes et les faire grandir. Et donc là, on en discutait avec des copains, dont Martin, dont on parle, Amaury, et puis Arthur qui a également rejoint la création de l'aventure. Oui, donc vous êtes 4 fondateurs. Exactement. Okay. On est 4 cofondateurs de Psychic. Et donc là, on s'est dit, en fait, il y a un métier qui existe. Donc le but, c'est pas de réinventer ça. Par contre, le fait qu'il soit pas formalisé, notamment au niveau de la posture, on pourra revenir là-dessus, ça empêche d'en développer toute la puissance. Les personnes ne se retrouvent pas entre elles, échangent pas entre elles, ne se forment pas, ne montent pas en compétences sur cette posture-là. Donc, ils montent en compétence sur plein de choses. Il y a plein de manières de grandir en tant qu'accompagnant de leader, certaines que moi j'utilise, d'autres que d'autres utilisent. Dont toi, on en a parlé également. Ouais. Mais là, il n'y a pas la notion de se réunir sur OK, j'accompagne des leaders avec une certaine posture d'équivalence, qui n'est pas une posture basse de coach, qui n'est pas une posture haute de mentor, et qui est une posture d'équivalence. Ok. Et donc voilà, là, donc ton besoin, c'était finalement de formaliser, de structurer un truc que tu faisais de toute façon naturellement. Mais qui n'était pas forcément, qui n'était pas assez puissant. Enfin, le fait de ne pas le formaliser, de ne pas le structurer, ça ne déployait pas toute la puissance, tout l'impact que tu pouvais avoir. Et alors, je le faisais assez naturellement, oui et non. Ça, oui, mais je sentais que j'avais envie de grandir là-dedans. J'avais envie de continuer à me former, à apporter plus de valeur, à être plus sharp dans ce que je disais, donc plus précis, plus minutieux, avoir plus de compréhension sur les enjeux qu'il y avait. Et donc, soit je faisais une formation de coach qui pouvait répondre à certains éléments, mais pas à tout. Et notamment, ça veut dire que dès le départ, la posture ne m'allait pas. Mais j'aurais pu me nourrir du fond, soit des postures sur certaines cordes à mon arc. Soit mon but, en fait, c'était vraiment de prendre du recul par rapport à ça et dire, OK, j'ai plein de cordes à mon arc, mais comment je fais pour vraiment avoir cette compréhension et cette compréhension des enjeux qu'il y a dans l'échange avec un leader et pour garder cette posture-là. D'accord. Et donc, avec tes 3 amis, vous décidez de créer ce dont tu avais besoin, finalement. Exactement, c'est exactement ça. Psychic, et donc moi, mon pied dans Psychic, c'est la communauté de Psychic, donc c'est l'échange avec des pairs, avec du codev, dont on en a fait un hier ensemble, qui permettent de grandir, de se former, de monter en compétences et de se challenger dans le métier de Psychic. Alors maintenant, si on devait, explique exactement ce que c'est pour toi un sidekick, parce que c'est un mot que vous inventez, enfin c'est un mot qui existe, mais vous l'appropriez pour expliquer un truc précis. Qu'est-ce que c'est Sidekick? C'est qui la cible de clients? Enfin, qu'est-ce que ça fait Sidekick? Aujourd'hui, nous, on est convaincus que le leader, c'est un des facteurs limitants de la croissance d'une boîte, du développement d'une boîte. Donc, quand tu parles de leader, c'est les dirigeants? C'est soit les dirigeants, mais ça peut être un manager, parce qu'on accompagne aussi des directeurs de business unit dans des grands groupes, ou des managers, c'est assez large. Donc, c'est pour ça qu'on utilise le mot leader. C'est-à-dire qu'ils ont une équipe, ils doivent leader cette équipe, ça va lui donner un sens, faire qu'ils soient unifiés, qu'ils travaillent ensemble de façon alignée pour réussir à atteindre un objectif commun. Et ça peut se passer dans une start-up, ça c'est mon monde que je connais bien, start-up, scale-up, mais ça se passe également dans des boîtes, voire dans des associations qu'on accompagne également parfois. D'accord, donc Sidekick, donc c'est de se partir du principe que les leaders ont besoin. Le leader est le facteur limitant de la structure, et donc pour réussir à faire péter ces facteurs limitants pour que lui puisse complètement s'exprimer et réussir à maximiser l'impact de son entreprise, il faut réussir à faire péter ces facteurs limitants. D'accord. Et pour ça, notre haute conviction, c'est qu'en étant le nez dans le guidon, en étant soi, on a forcément des ornières.
Et donc, tout le rôle de Sidekick, c'est d'être l'acolyte. Sidekick, c'est acolyte en anglais, qui est là pour bousculer, pour challenger, pour réénergiser le leader dans son chemin. On appelle ça le voyage du héros, qui est la création de son entreprise. D'accord. Ok. Tu dis création de son entreprise, mais effectivement, on ne va pas forcément parler que de son entreprise. Exactement. Création de son Pourquoi? entreprise, là je refais un lapsus, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, c'est pas la création, soit ils dirigent une entreprise, soit ils dirigent une business unit. Et en plus, derrière, l'autre parti pris, conviction très forte qu'on a, c'est que le leader, c'est une personne qu'on appelle holistique, donc on intervient de façon holistique, donc il y a et le côté pro et le côté perso. Et qu'en effet, on peut travailler que sur le côté pro, avec des consultants, des personnes qui vont répondre à des problématiques particulières, mais on considère que c'est pas ça qui va faire péter les facteurs limitants de cette personne-là et donc de l'organisation par ailleurs. Ok. Alors, tu sais qu'on partage tous les deux cette conviction, sinon on ne ferait pas ce métier, etc. Mais allons taquiner ceux qui ne comprennent pas très bien la valeur ajoutée de tout ça. Pourquoi, selon toi, de ton expérience, donc personnelle, mais de ce que tu as vu aussi avec d'autres leaders, pourquoi c'est essentiel d'avoir un sparring partner, un sidekick, un coach, ce que vous voulez, mais quelqu'un qui vous challenge et qui vous permet justement de péter vos facteurs limitants quand tu es leader? Pourquoi? Parce que, alors, est-ce que c'est essentiel? Il y en a qui arrivent très bien sans. Aujourd'hui, pour moi, c'est une valeur ajoutée qui est juste infinie. Parce qu'en fait, quand tu es toi, tu as beau avoir ta vision, tu as beau savoir où tu vas, tu as forcément des angles morts. C'est comme quand tu conduis une voiture. Tu as ta voiture, tu es au volant. Si tu n'as pas de rétroviseur, et si tu ne retournes pas ta tête pour voir l'angle mort, tu auras beau conduire très vite, il y a un moment, tu auras un accident. Il y a un moment, il y aura un truc que tu n'auras pas vu venir, qui va te chambouler, te challenger, et potentiellement, tu n'atteindras pas du tout ta cible. Et donc ça, pour nous, c'est le rôle du sidekick, qui est l'acolyte qui va bousculer, qui va ouvrir les angles morts du leader. Et autrement, il n'y a pas d'autre solution en fait, pour réussir à avoir ces angles morts-là. De temps en temps, on parlait du conjoint, on parlait d'amis qui peuvent jouer ce rôle-là, mais eux, ils ont un biais qui est énormissime, forcément, et en général, ils vont plutôt renforcer le leader dans ses convictions, plutôt que venir le titiller et lui ouvrir un champ qu'il n'aurait pas vu par lui-même. D'accord. Et si on était du coup cynique, qu'on s'en foutait en fait, que les personnes soient heureuses ou épanouies, est-ce que toi, demain, tu investirais en tant que business angel dans une boîte où les fondateurs te disent non, mais moi, j'ai pas besoin d'être accompagné, c'est n'importe quoi, je sais très bien où je vais le faire? Alors, la baseline de Sidekick, c'est bousculer, lancement, on met réénergiser les leaders pour maximiser l'impact de l'organisation. Donc, on est très clair sur l'impact qu'on va avoir. C'est maximiser l'impact de l'organisation. Donc, on n'est pas là pour faire que le leader soit bien, ce soit gentil, ce soit le monde des bisounours. On est là pour que lui, en effet, il soit connecté à son élan vital, pour qu'il puisse sortir le meilleur et qu'il puisse être aligné avec qui il est. On parlait de congruence tout à l'heure. Pour moi, c'est là où il va déployer le maximum d'énergie dans l'entreprise et qui va permettre à cette entreprise ou à cette organisation d'atteindre ses objectifs et donc de maximiser l'impact. Et d'ailleurs, de challenger aussi ces objectifs-là. D'accord. Donc, on est vraiment sur ce sujet-là. Donc, moi, en tant que business angel, c'est la première question que je pose, en fait. C'est est-ce qu'ils sont accompagnés et comment ils font pour être bousculés régulièrement, pour être réénergisés régulièrement et être sûrs qu'ils n'ont pas de gros angles morts dans le développement de leur structure. Ouais, en fait, tu poses la question simple de est-ce que tu as des rétroviseurs à ta voiture? Exactement. Tu me proposes de monter dans la voiture, tu me proposes qu'on la tune un peu pour qu'elle aille plus loin. Est-ce que tu as des rétroviseurs? Parce que j'ai pas envie qu'on se prenne un mur. Voire de mettre un autre moteur. Et donc, avec un moteur plus puissant, forcément, plus on va vite, ça fait plus mal s'il y a un accident. Ok, d'accord. Aujourd'hui, même si peut-être c'est des choses où on va se répéter un peu, si tu devais... allez, on est tous les deux des ingénieurs à la base, on va revenir à nos racines. Si tu devais mesurer en pourcentage, si 100% c'était tous les facteurs qui prédisent la réussite ou l'échec d'une entreprise, à combien tu évaluerais le pourcentage lié à des leaders qui sont justement alignés avec leur élan vital, qui sont ouverts sur leurs angles morts, qui sont accompagnés, on va dire? Alors, c'est là où on est loin du dogme, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui marchent très bien, où la personne n'est pas accompagnée, mais la personne n'est pas alignée avec son élan vital et où il y a des dissonances de partout dans l'entreprise. Alors, elle marche très bien. Ça dépend de ce qu'on appelle marcher très bien économiquement. J'ai l'impression que c'est sous-entendu dans ta question. Pas forcément. Mais en tout cas, économiquement, il y a des entreprises qui fonctionnent. Mais dès qu'on parle avec quelqu'un... Même de manière très pérenne, parce que moi, il y a aussi la notion de temps. Assez rarement, parce qu'en fait, derrière, il va y avoir des problèmes. Et surtout, quand on va discuter avec les personnes, on va se rendre compte de violence qui est faite au quotidien, de mal-être, parce qu'une dissonance cognitive, donc un écart entre ce que les personnes pensent réellement et ce qu'ils font concrètement,
ça crée des violences énormes pour les personnes qui travaillent dans l'entreprise, pour les managers eux-mêmes. Réussir à porter ça, ça demande des efforts qui forcément épuisent. Et on parle de burn-out. Pour nous, c'est vraiment une des causes principales du burn-out, ça va être la dissonance cognitive que vont vivre les personnes au sein de la structure. Mais donc, si on se dit que ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des entreprises qui ont un impact maximal, sachant que dans impact, il peut y avoir la notion de réussite financière, mais pas seulement. Il y a plein, justement, l'organisation, à quel point est-ce qu'elle est j'allais dire healthy, est-ce qu'elle est en bonne santé, est-ce que les gens qui travaillent sont épanouis, et puis surtout, au-delà de est-ce que, encore une fois, monde des bisounours, est-ce que les gens sont heureux, se dire que pour que l'entreprise soit pérenne sur du long terme, tous ces facteurs-là sont importants. Est-ce que là, du coup, tu peux me redonner un pourcentage en élargissant un peu le... Non, je peux parler de cas concrets en parlant du mien personnel, du mien déjà au sein d'Evaneos. Au sein d'Evaneos, il y a un moment, je me pose la question de mon rôle au sein d'Evaneos. Qu'est-ce que je vais faire demain? Je suis CTO, je suis passionné par la croissance, mais et à ce moment-là, on réfléchit sur la notion de DG. À ce moment-là, si moi je regardais bêtement où j'en étais et la connaissance de moi que j'avais, DG, c'était pas le rôle que j'avais. Donc soit je le prenais en mode je me fais violence parce que c'est intéressant, c'est un challenge. En tant qu'ingénieur, je dis tiens, un challenge intéressant, je vais devenir DG avec cette tension-là. Et donc je sais pas ce que ça aurait créé derrière, mais ça aurait créé des dissonances à tout niveau. J'aurais pris un rôle en essayant de rentrer dans un fauteuil, un moule, un costume qui est pas forcément le mien. Soit justement en étant accompagné, et puis avec Eric aussi, qui en tant qu'associé m'a beaucoup accompagné là-dedans, c'est comment j'arrive à trouver une place où je suis moi, pleinement moi, donc j'arrive à déployer ce qu'on appelle les zones de génie aussi, toute l'énergie que je peux déployer au sein d'Evaneos pour réussir à en faire la boîte qu'elle est aujourd'hui. Et aujourd'hui, au niveau culture, typiquement, je pense qu'on a une culture très marquée au sein d'Evaneos. C'est grâce à ça, il y a une congruence très forte entre qui j'étais, le rôle que je prenais en tant que DG, et comment j'arrive à compléter mes compétences et mes zones de génie par d'autres personnes qui prenaient là où j'étais moins bon, voire pas bon. Pour réussir à faire une boîte qui était cohérente. Donc aujourd'hui, je pense qu'Evaneos est là grâce à ça, à cette réflexion-là. Et là, pareil, pourquoi je step back aujourd'hui, je pense qu'Evaneos marche très bien, il y a beaucoup de belles années devant elle, et notamment avec moi qui suis aussi on board avec un autre rôle. Si j'étais resté on voit bien que le fait d'avoir quitté l'opérationnel avec Eric, on redonne aussi un souffle, il y a une nouvelle énergie qui vient. Et donc ça aujourd'hui, mettre des chiffres sur qu'est-ce que ça aurait donné sans ça, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'on est en effet sorti de 2 années de Covid qui ont été particulièrement dures pour notre secteur. Je pense que j'utilise que des euphémismes. À ce moment-là, on sort beaucoup plus puissant, avec une condition financière qui a strictement rien à voir. On est rentable, on a croissance, quoi. C'est une très belle boîte en sortie de Covid. Je ne sais pas du tout ce que ça aurait pu donner. On voit plein de comparables, plein d'entreprises, certaines qui sont mortes pendant le Covid, d'autres qui ressortent de façon très fatiguées, blessées, en bout de course. Ce n'est pas du tout le cas d'Evaneos. Ce que tu décris, ça m'évoque plein de choses. Alors déjà, c'est marrant que tu parles de zone de génie. J'ai fait un épisode avec Nicolas Aignan, qu'on connaît très bien tous les deux, sur le concept de zone de génie. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous pourrez écouter l'épisode 108 milliards avec Nicolas Aignan. Mais là, ce que ça m'évoque, c'est qu'il y a eu une communication assez unique entre toi et ton associé pour arriver à évoluer les uns les autres par rapport à ce que vous apportiez, ce que vous vouliez faire, sachant que c'est pas ton ami d'enfance. C'est avec l'image de Vici, ah oui, les associés se connaissent depuis longtemps, c'est bon, leur relation est top. Vous êtes retrouvés autour d'un projet, ça aurait pu péter 1000 fois. Enfin, c'était pas... complètement. Alors, on va revenir après sur l'autre sujet sur le côté psychique, mais sur le côté associé, oui, en effet, c'est un coup de foudre. On s'est rencontrés une soirée, il y avait d'autres personnes que je rencontrais à ce moment-là. Il n'y a pas eu de question. C'est-à-dire qu'on a commencé à débattre d'Evaneos. C'était pas Evaneos à l'époque. Il n'y avait que le mot voyage sur la table. Il n'y avait pas de concept. Et en effet, derrière, ça a été le coup de foudre. Et après, on ne s'est plus lâché. Il a démissionné. Il m'a rejoint même pas. Et on a créé ensemble à ce moment-là un projet qui n'était pas Evaneos. Oui, mais parfois, on a des coups de foudre qui se révèlent 6 mois plus tard être une grave erreur. Donc comment ça se fait que... Franchement, on n'avait même pas tous les outils pour tout comprendre à l'époque. Et aujourd'hui, j'accompagne pas mal d'associés pour réfléchir justement sur les fondamentaux, sur comment on arrive à structurer ça et comment on arrive à mettre en place des garde-fous pour que ça se passe bien. À l'époque, nous, on n'a pas fait tout ça. Donc, c'est quoi, vous avez eu de la chance? Je pense que ça a été pas mal de travail et tout le travail qu'on a fait chacun de son côté, sur le côté ou ensemble, sur le côté perso, sur le côté évolution, je pense que ça a joué. Okay. Et je pense qu'on se retrouvait beaucoup autour de valeurs fondamentales très fortes, donc, et autour du voyage, donc de ce pourquoi on crée la boîte, qui aujourd'hui sont clés, puisque plus le temps avançait, plus on a renforcé nos croyances et nos convictions, notamment dans le monde du voyage, qui est un monde complexe, avec des impacts importants. Et donc là, on est très proactif à ce niveau-là. Et là, on était très alignés depuis le départ sur cette vision du voyage.
Et après, il y a une vision de la vie avec des valeurs fondamentales, notamment la valeur de liberté, qui ont été en effet clés. Mais à l'époque, vous n'aviez pas, en tout cas en début d'aventure, comme on peut conseiller dans les bons bouquins aux associés qui vont commencer un projet ensemble, vous n'avez pas fait un atelier tous les deux pour voir quelles sont vos valeurs et vous l'avez découvert en chemin ou... On a découvert en chemin. Après, moi, j'ai lu beaucoup de bouquins avec beaucoup de méthodes. Avec Eric, on a fait aussi beaucoup de choses. Des moments où on s'est posé, on a réfléchi à tout ce qui était orga. Mais sinon, oui, ça s'est fait de façon beaucoup plus naturelle. Que j'ai pas une méthode à donner en disant tiens, on a suivi ça, ça a marché. Oui. Non, surtout, voilà, on voit qu'au début, c'était... Mais ce que j'entends quand même, c'est que chacun de vous, de son côté et ensemble, vous avez vraiment investi votre développement personnel et ce qui a fait que ça a pu être beaucoup plus simple pour vous de communiquer, de grandir ensemble d'une certaine manière, quoi. Si l'un de vous avait fait beaucoup de dev perso et l'autre pas du tout, qu'est-ce que ça aurait pu donner à ton avis? On a fait un développement qui était différent, parce que pour le coup, moi, j'ai fait beaucoup plus de ce qu'on pourrait appeler du dev perso. Je pense qu'on a tous les deux beaucoup évolué. Par contre, moi, plus de façon classique en dev perso. Donc, beaucoup de lectures de bouquins où je lis énormément, de formations. On parlait de la CNV, on parlait de psy, on parlait de tout ça. Où là, j'ai notamment organisation de boîte. Ça c'était moi qui me nourrissais de ça. Et après, je lui donnais quelques références. Par contre, lui, il a en effet grandi de son côté avec d'autres moyens. On a tous les deux beaucoup grandi, mais c'est comme un couple. On a grandi de façon différente. Par contre, on a tous les deux grandi. S'il y en a un qui avait en effet arrêté de grandir, arrêté de se challenger, je ne sais pas ce que ça aurait donné, mais je pense que dès le début, en fait, c'était inscrit dans nos gènes. Donc, il n'y a pas eu de question là-dessus. Super, c'est une belle histoire. Et donc, si on revient à Sidekick, on est revenu à Evaneos. Si on revient à Sidekick, donc tu te réunis avec tes 3 amis, vous vous dites on va inventer ce métier. Ce métier donc, qui, toi, t'a manqué, qui a peut-être manqué aux autres associés. C'est quoi leur parcours, du coup? Donc, on a parlé de Martin. Et Arthur et Amaury, c'est juste des amis à toi ou c'est quoi leur expérience? Alors, Amaury, il a été aussi accompagné par Martin suite à moi l'accompagnement. Vous êtes retrouvé au fan club de Martin un soir Exactement, c'est quasi ça. Non, alors lui, il a été assez peu accompagné, en tout cas pas de cette façon-là avant. Okay. Et je lui avais dit tiens, teste, tu vas voir ça. Donc c'était un ami à toi avant, c'est moi, toi j'ai qui lui as fait mon tour du présenté. monde avec lui. Donc d'accord. c'est plus qu'un ami. D'accord, c'est plus qu'un ami, c'est le parrain de mon fils. Et voilà, donc D'accord. Mais donc c'est toi qui lui as dit bah tiens, moi j'ai un super accompagnant, je peux te donner ses coordonnées. Exactement. Il était entrepreneur aussi, Amaury. Exactement. Ok. Tout à fait. Lui, il crée une boîte dans la maintenance d'ascenseurs à ce moment-là, qui s'appelle Uptime. Et donc, il a été accompagné par Martin. Et pareil, ça lui a fait faire des bons de géants personnellement. En fait, c'est vraiment ce qu'on dit tout à l'heure. On ne se rend pas compte. On est le nez dans le guidon en tant qu'entrepreneur. Et il y a plein de choses qui font qu'on a des défis, des défis à relever, des problématiques. Et on les regarde et puis on essaie de les résoudre en tant que tels. Et en fait, le Sidekick, il va juste prendre la tête et dire attends, en fait, tu vois ce problème-là, mais regarde la big picture d'abord. Et ça va permettre nous, ce qu'on appelle la pensée oblique, d'aller ouvrir un autre champ et après de pouvoir revenir sur le sujet, mais avec une autre vision. Donc, on va répondre aux problèmes, on va être très concret parce que justement, on est en équivalence, on sait de quoi la personne parle, on a le même langage, on sait ce que c'est qu'une entreprise. Mais par contre, on va avoir ouvert un champ qui soit sur l'élan vital, sur pourquoi la personne est là, que ce soit sur la raison d'être de la boîte, sur OK, la boîte, mais est-ce que tu sais exactement pourquoi les personnes viennent le matin? Ce matin encore, je discutais avec un leader. Ça, c'était très flou. Ça marchait parce que c'était implicite. Mais par contre, le fait de le marquer, donner de la puissance à ça, ça permet à tout le monde d'avoir une vraie énergie et de déployer ça au sein de la boîte. Donc, OK. Donc, Amaury, c'était très clair pourquoi il voulait monter Sidekick avec vous. Et Arthur, c'est quoi son expérience qui fait qu'il se dit « Ah, tiens, il faut vraiment créer Sidekick » ? Alors, lui, il a également eu un travail personnel très, très poussé, très développé. Lui, il n'a pas le côté, il n'a pas géré une entreprise de plusieurs dizaines de personnes. Il a géré des équipes de plusieurs dizaines de personnes, avec notamment des tensions à certains moments. Et donc le fait de dire, il y a des moyens de prendre du recul par rapport à ça, c'était intéressant. Et après, on voulait bosser ensemble. Et il y avait moi tout le côté expérientiel. Lui, il a rejoint le projet pour le côté expérientiel, et côté Sidekick, et côté leader. Donc pour moi, c'était vraiment clé. On parlait de formaliser une approche. C'était clé de ne pas dire, juste on met 2 personnes ensemble, ils discutent, ça va créer de la valeur. Certes, ça crée de la valeur. Aujourd'hui, on prend un Sidekick, ils ont déjà plein de compétences, on les met face à un leader, on dit tiens, échanger, ça va ouvrir les angles morts, ça crée quelque chose. Et en fait, il y a moyen d'aller beaucoup plus loin. Et pour ça, il faut penser, OK, le leader, comment on l'accompagne, comment on formalise ses accompagnements, comment on lui permet de prendre du recul. Et là, on a formalisé des matrices d'intervention, un parcours pour le leader, un parcours pour le Sidekick, avec un bootcamp, avec plein d'éléments qui permettent de démultiplier l'impact de cet accompagnement-là. D'accord, donc ce que j'entends aujourd'hui, moi je le sais parce que je suis dedans, donc déjà, ce qu'on comprend, donc il y a les 4 associés, et puis après vous avez créé une communauté de Sidekick,
Et donc, ce qu'on peut expliquer à nos auditeurs, c'est que non seulement le service sidekick, si tu veux, c'est de mettre en relation donc des sparring partners, des sidekicks avec des leaders, ça vous le faites, mais vous formez les sidekicks aussi, du coup, ce que j'entends. Exactement. Voilà. Alors explique un peu ce que vous proposez, comment vous... Ouais, on a vraiment 3 niveaux d'intervention. Le premier, c'est justement l'adéquation entre un leader qui dit tiens, j'ai telle problématique aujourd'hui, tel endroit où je veux grandir, je veux être bousculé davantage. Il y a aussi beaucoup de leaders qui apprennent par la force des choses et qui disent en fait, je peux apprendre beaucoup plus vite. Donc certains qui viennent juste avec ça comme envie. Certains qui disent je suis avec un associé, ça se passe très bien, mais on voit bien que il y a des frictions, on aimerait bien travailler dès maintenant là-dessus. Donc, les problèmes sont très très divers. Je suis fatigué, là il y en a beaucoup, hein, le contexte, voilà, je suis fatigué, dans 3 ans je vends ma boîte et je passe à autre chose. Ok, mais derrière, il y a plein de trucs à creuser sur qui il est, pourquoi il est là, quelle énergie il a. Et puis souvent, en quelques séances, l'énergie change complètement. Il y a donc la boîte derrière. Voilà, ou un conflit d'associés, ou une tension avec un codir, ou mon équipe, elle fait pas ce que je veux. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on fait. On a ces leaders qui viennent nous voir, quel que soit le problème. On discute. L'avantage, c'est qu'on a un premier échange qui permet déjà de prendre du recul par rapport à ça. Et puis, potentiellement, on lance un accompagnement avec un sidekick. On fait le matching. Donc, parmi la communauté de sidekick, on trouve le sidekick qui correspond à ce leader, au niveau de la taille des structures, de la problématique, et puis le côté matching humain. Parce qu'on connaît très bien les sidekicks. Ça, c'est le premier bloc. Le deuxième, c'est en effet faire monter ces sidekicks en compétences. Le clé, on n'a pas parlé, d'ailleurs ça fait longtemps qu'on parle, on n'a pas parlé du clé du sidekicking, c'est la supervision. D'accord. On parlait d'angle mort, les rétroviseurs, il faut aussi que le sidekick il en ait. Sinon, ils rentrent ensemble dans un jeu où ils vont discuter, ils vont être OK, et puis finalement, ils seront les meilleurs amis du monde, et puis finalement, ils vont se conforter dans leur vision du monde. Donc là, on a la supervision. Donc le deuxième point, c'est comment on fait monter en compétence les sidekicks. D'accord. Donc la supervision, finalement, si on pouvait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le sidekick, donc la personne qui accompagne un leader qui se fait sidekicker, si tu veux, qui a son sidekick. De façon globale, oui. Après, il y a quelques éléments particuliers. On va revenir sur l'accompagnement du leader, sur des éléments comme ça, forcément, sur la stratégie d'accompagnement. Ça, par exemple, c'est un élément clé aussi du sidekicking. On parlait du parcours. Voilà, le leader, où est-ce qu'il en est, comment je vais l'accompagner dans son voyage et comment je vais le challenger, avoir une vision de là où je peux lui apporter le maximum de valeur. Donc là, c'est faire grandir les sidekicks. Donc la supervision, les formations, tu en parlais, notamment la notion de bootcamp, où on prend quelqu'un qui accompagne déjà des leaders et puis on lui permet de prendre du recul par rapport à ça. Et puis il y a il y a des codev aussi, des sessions où on partage sur comment on exerce en tant que sidekick. Et puis il y a des moments de communauté où juste on partage de façon plus souple. Et donc justement, la communauté aussi, c'est un truc important, c'est de dire, il y a plein de gens qui aujourd'hui accompagnent déjà des leaders, ou pas encore, mais en tout cas aimeraient accompagner des leaders avec les ingrédients qu'on apprécie chez Sidekick. Et ces gens-là, ils ont, enfin, comme dans tout métier, ils vont avoir à cœur de grandir, de se former et d'échanger entre eux, quoi. Et ça, c'est le troisième bloc. Le troisième bloc, c'est vraiment la notion de communauté. Juste de réunir des personnes. Justement, c'est, comme tu dis, c'est un point clé finalement de Sidekick. C'est dire, vous accompagnez des leaders avec la même vision du monde que nous. Échangeons, réunissons-nous. Donc, on a des events. Des moments où on peut discuter de ce qu'on fait. Et rien que ça apporte énormément de valeur. Ça permet aux personnes de grandir ensemble. Et puis c'est marrant, moi, la réflexion que j'avais eue un peu, le premier événement Sidekick où je suis venue, c'est qu'avant, j'avais parfois essayé d'aller dans des réunions de coach. Et je m'étais dit, non, je ne suis pas à ma place. Je sais pas, je me sentais pas à ma place. Et premier événement Sidekick, je me dis, ok, j'ai trouvé my people, quoi. Non, c'est très chouette. Ce qui se passe entre Sidekick, c'est très chouette. On a une exigence sur l'accompagnement du leader. On prend que des personnes qui accompagnent déjà des leaders. On est vraiment en train de le dire. On accompagne des leaders au sens large, mais beaucoup de CEO de boîtes aujourd'hui. Et donc, qui ont une exigence au niveau de la compréhension du Sidekick, du business qu'ils font et du côté perso. Donc, on va chercher des personnes. Il y a un critère d'entrée qui est la connaissance business. Donc, avoir géré un P&L de A à Z, l'avoir porté dans les mains, savoir ce que c'est qu'une trésor, tout le vocabulaire. Et le côté aussi leadership, management. J'ai recruté, j'ai viré, j'ai fait grandir, j'ai créé une culture de boîte. Voilà, ça, c'est les personnes qui l'ont vécu dans leur trip. Et aussi le côté perso. Donc, j'ai grandi personnellement, je me suis formé, j'ai été accompagné, j'ai fait un travail. Si on reprend les mots de Daignon, j'ai pété plusieurs fois mon aquarium. Voilà, j'ai changé de vision du monde. Ça, c'est un deuxième élément clé. Et après, le dernier, c'est qu'on prend que des personnes qui accompagnent déjà des leaders. D'accord. On n'est pas là pour prendre quelqu'un qui a dit « Tiens, j'ai monté ma boîte, maintenant je veux accompagner ». C'est quelqu'un qui accompagne déjà des leaders, qui s'est déjà formé sur le terrain de temps en temps là-dessus. Ok, mais ça, à la limite, c'est parce que j'imagine que là, c'est le début de la communauté. Peut-être qu'un jour, vous prendrez des bébés accompagnants et vous les formerez de A à Z. C'est possible, tout à fait. Et d'ailleurs, justement, cette communauté, c'est quoi? Je ne sais pas ce que tu peux communiquer aujourd'hui, combien il y a de sidekicks. C'est quoi vos ambitions aussi? Parce que dans le domaine, on va dire, de l'accompagnement, on imagine bien des jolies petites PME, des boîtes, alors que toi, tu viens de Evaneos.
Est-ce que là, l'idée, c'est de faire une jolie petite boîte non scalable, comme disent nos amis les VC, ou c'est quoi ton ambition avec Sidekick? C'est une super question et ça me permet déjà de décorréler. C'est la magie. Je discutais avec Fred Mazella de Blablacar où la difficulté, à partir du moment où on a créé une boîte et en plus qui est dit successful, forcément on fait le lien. Aujourd'hui, c'est plus Evaneos, c'est une autre boîte avec d'autres ambitions, d'autres structures, une autre T'as organisation. d'autres envies dans ta vie, quoi. Exactement, ouais, complètement fait indépendamment. Par contre, là-dedans, en effet, on a une ambition très forte où nous, on considère que le monde irait beaucoup mieux si les leaders étaient accompagnés par un sidekick, s'il y avait davantage de congruence dans ce monde. Et donc, clairement, notre but, c'est de faire connaître le métier de sidekick, de le développer. Donc, on parle d'avoir demain 1000 sidekicks, que derrière un leader, ça soit aberrant de continuer sans avoir un sidekick à côté de lui qui lui permette de grandir. C'est aberrant. Dès aujourd'hui, c'est déjà aberrant. Donc, voilà, donc n'hésitez pas à venir nous voir, à en discuter. On est ravis d'ouvrir ça. Et donc, on a une ambition qui est très, très, très forte là-dessus. Et nous, on appelle ça dans la pâte de joie. On est au tout début de l'aventure. On accompagne une vingtaine de leaders. On a une vingtaine de sidekicks dans notre communauté. Et on a surtout beaucoup de discussions avec beaucoup de personnes pour réussir à mettre tout ça en musique. Et on sait bien que c'est là le moment que nous, on adore d'ailleurs, mais que c'est le plus challenging de voir là, comment on arrive à mettre ça en musique, à trouver ce que j'appelle la formule magique qui permette à l'entreprise de décoller derrière. Ok, donc là, on est dans la pâte aux joueurs, mais votre ambition, elle est d'inventer un nouveau métier et d'aller assez loin. Ce n'est pas juste de faire une jolie boîte qui va accompagner la Startup Nation. Alors ça, pour le coup, on peut faire le parallèle avec Evaneos. Evaneos, on avait la plus grande peur avec Eric, c'était de devenir un tour opérateur. D'accord. Okay. Voilà. Nous, notre plus grande peur aujourd'hui, c'est de devenir une agence de coaching. D'accord. Clairement, on n'est pas là pour ça et on n'est pas là pour inventer un métier, par contre, pour le formaliser et le mettre sur une fusée pour dire, tiens, regardez, avec ça, on peut apporter de la valeur au monde. Et la notion d'impact, c'est un truc sur lequel, dès qu'on se réunit, il y a autour de la bière à la fin de la journée, on va forcément parler de cette notion d'impact. Ok. Bah justement, ça vient un peu avec ma prochaine question. Alors, je vais te taquiner un peu. Tu as déjà bien réussi. Pourquoi ? Parce que là, tu es arrivé tout à l'heure, tu m'as dit que tu avais eu des journées intenses, donc tu bosses quand même pas mal. Pourquoi tu t'embêtes à remonter un projet ? Tu vois, tu pourrais très bien te dire je me la coule douce. À la limite, moi j'aime bien accompagner des leaders, je vais en faire 2-3 de manière artisanale dans mon coin, ou même je vais m'associer avec mes 3 camarades, on va faire un truc tranquille. Nous-mêmes, on va accompagner des gens, on va très très bien gagner notre vie et je vais rien faire. Tu vois, pourquoi tu t'embêtes à vouloir relancer un truc ? Bonne question. Tiens, en fait, tu vas arrêter. C'est le moment psychanalyse. Ah non, tu peux pas, t'es emprisonné. C'est le micro qui me blague, c'est ça ? C'est ça, exactement. Ce qui est génial, c'est que c'est forcément une mise en abîme du sidekicking, donc avec la réflexion de qui je suis, qu'est-ce qui me fait lever le matin. On parle aussi de la notion de flow. Typiquement, le flow, c'est un lien entre les compétences qu'on met en œuvre et puis la notion de challenge. Et donc aujourd'hui, oui, je pourrais accompagner des personnes, mais moi, ce qui me botte, ce qui me fait vibrer, c'est justement de mettre des personnes autour de la table et créer quelque chose qui me dépasse. Donc là, et avoir un impact sur le monde. Donc on l'a eu dans le monde du tourisme, qui était une verticale. Là, c'est un autre secteur dans lequel, et notamment c'est pour les leaders de façon globale, où je me dis, mais là, il y a quelque chose de malade à faire. Donc ça, je me lève le matin avec cette ambition-là, cette volonté d'avancer. Donc ça te donne une énergie de ouf. Et donc voilà, donc derrière, j'avance. Si tu étais resté en te disant, ça y est, maintenant je vais me poser, je vais faire du jardinage pendant 2 ans, ça aurait pu le faire ou pas ? Alors je fais aussi du jardinage, je passe aussi mon CAP cuisine, je fais aussi beaucoup de choses par ailleurs. Ah oui, ok, en fait, toi, tu as des journées qui durent 48 heures, pardon, excuse-moi, je pensais que tu étais un humain. Mais... Donc je fais aussi d'autres choses par ailleurs, mais oui, j'ai besoin de ces projets qui sont avec de l'ambition, avec des choses qu'on ne sait pas faire, avec un challenge, et être entouré de personnes avec qui j'adore réfléchir, se challenger pour réussir à faire avancer le monde, ça c'est sûr. Mais tu entendrais que peut-être un jour tu passeras dans une phase où tu n'auras pas envie de ça ? C'est OK pour toi ? Ah ouais, complètement. Aujourd'hui, je ne la vois pas venir, puisque typiquement, elle aurait pu venir. Ce n'était pas un plan de relancer un projet aussi vite. Clairement, c'était quoi le plan ? Je crois qu'il y avait le plan, c'était de bouger de Paris. Donc ça, on l'a fait. C'était j'ai un besoin de congruence qui est très fort. Donc de réaligner qui j'étais, mon énergie et aussi l'impact que je voulais sur le monde. Donc ça, il y avait une réflexion derrière qui m'a amené à avoir moins de rôle opérationnel au sein d'Evaneos, mais beaucoup plus de rôle au niveau stratégique et prise de recul. Donc ça, tu gardes un rôle stratégique chez Evaneos ? Exactement. Okay.
Stratégique, c'est un mot qui veut tout dire et rien dire. En tout cas, la réflexion de l'impact d'Evaneos, d'où on en est, c'est quoi les prochaines étapes et quelques projets clés qui m'ont toujours botté, sur lesquels j'avais moins d'énergie à mettre à l'époque. Là, je me remets dedans avec une vision plus qu'extérieure. On parlait d'angle mort et voilà, et là, je reviens avec ça, avec une vision extérieure de l'opérationnel. Donc ça, c'est génial. J'espère que je nourris les équipes. Si vous m'écoutez, faites-moi un retour. Mais j'ai l'impression d'apporter de la valeur et de faire ça. Donc ça, oui, ça reste là. Et après, forcément, ça me dégageait du temps. Et il y avait la notion déjà de m'installer en Bretagne, de profiter. Alors, je passais déjà beaucoup de temps en famille, mais de continuer ou renforcer ce temps-là. Et après, derrière, ça permettait de laisser de la place à autre chose. Et le jeu ça est allait venu très naturellement. vite. Exactement, tout à fait. Très vite, ça aurait pu pas venir vite, c'est pas le sujet. Exactement, ça aurait pu faire limite se dire devenir quand autre on chose. est... Enfin, c'est un peu cheesy, mais quand on est prêt, le truc arrive, quoi. Oui, après, c'est là où nous, on travaille sur l'élan vital, c'est-à-dire qu'il y a un moment, le deuil n'est pas facile. On a beau avoir travaillé dessus, j'avais mis toutes les chances de mon côté pour que ça se passe bien, ça s'est très bien passé. Il y a des passages, c'est un deuil, tu sais de quoi je parle, de quitter l'opérationnel. Forcément, il y a des moments où c'est tendu, où on se pose la question de pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on en fait de ce vide. Et c'est des questions qui sont assez passé passionnantes. par là. Ah, bien sûr, complètement. Mais justement, donc mes questions depuis tout à l'heure, c'est de vérifier que tu t'es pas vite engouffré dans une nouvelle aventure, parce que je vois certains des leaders que j'accompagne avoir une peur panique du vide et s'engouffrer très vite dans des choses, alors que c'est OK de rien faire pendant un moment, si on a envie. Complètement. Donc ça, moi, j'ai vécu le deuil. Alors complètement, je sais pas. Par contre, je l'ai bien vécu. Et l'autre point qui est clé, c'est qu'on se met un challenge au sein de Psychic pour vivre ce qu'on offre aux leaders. Donc la notion de congruence, de compréhension d'où on agit. D'élan vital, tous les quatre, on travaille beaucoup là-dessus, on en parle de façon très transparente. Et la notion de kiff, pour nous, c'est un point clé de Psychic. D'accord. Et donc, c'est là où, dans Psychic, on se fait bien challenger. Voilà, tu t'es fait challenger, notamment par tes associés, et tu continues. Tu n'es pas là juste parce que c'était insupportable de ne pas avoir de projet. Exactement. Après je veux pas, c'est tellement facile de dire oui, je suis passé par le deuil, j'ai fait le vide, j'ai réussi à rien faire. Autres, oui. Donc voilà, mais non, forcément, oui, j'ai la bougeotte, oui, j'ai 50 000 lignes dans ma vie. Et c'est une des questions que je me pose, comme je pense beaucoup de personnes qui ont dit slashers, donc qui sont passionnés par plein de trucs, qui arrivent très vite à s'engouffrer dans des choses. Et qui ont besoin de nouveautés en permanence. Donc, j'ai ce travers-là, j'essaie de prendre du recul par rapport à ça, je n'ai pas du tout la solution. D'accord. Et du coup, tu n'as pas trouvé. Comment ? Même si j'ai des éléments de lecture grâce notamment à ce qu'on fait chez Psychic et au fait d'avoir regardé les autres. Et donc, oui, en fait, tu n'as pas trouvé la recette pour avoir des journées de 72 heures. Tu me dis que tu passes beaucoup de temps avec ta famille, que tu le faisais déjà chez Evaneos. Profitons-en pour aller casser quelques croyances. Moi, il y a des dirigeants, et en plus, qui étaient assez violents, j'exagère, mais assez déstabilisants à l'époque, des dirigeants donc, de scale-up qui ont réussi, mais d'une génération un peu au-dessus, parce que je pense qu'il y a des phénomènes générationnels, qui m'ont dit on ne peut pas monter un projet très ambitieux, très gros, machin, sans être à fond dedans, ne rien avoir à côté, et on m'a même dit pendant que nos enfants sont en bas âge, parce que tu comprends. Donc je te passe même pas les trucs de ok pour les meufs c'est pas cool de dire ça, mais machin. Et on me dit non mais c'est filles et garçons c'est pareil machin. Donc on m'a sorti ça beaucoup et j'ai été ravie ensuite de voir des preuves du contraire dans les nouvelles générations. Toi ça a été quoi un peu ton équilibre vie pro vie perso aux différents moments de ta vie et comment tu es allé là-dessus, comment tu te l'as approprié? Ouais, après je vais répondre à ta question parce que j'ai pas envie de la laisser de côté, elle est vraiment clé. Alors moi concrètement je travaille que je me suis toujours éclaté, j'ai jamais travaillé moi, ce que j'aime bien dire, j'ai jamais bossé pour une boîte, j'ai jamais eu un boss qui m'a dit quoi faire. Et donc moi entre faire du wing, kite, tu sais bien que j'adore ça, et bosser sur un projet qui me passionne, les deux ça fait partie du kiff. Il y en a un où je suis potentiellement payé, pour moi c'est un non-sujet, donc j'ai toujours pris beaucoup de plaisir. Et donc au début j'ai beaucoup travaillé, jour et nuit, notamment en tant que tech, je codais la nuit, j'adorais ça. T'avais pas encore d'enfant? Et j'avais pas encore d'enfant. Ouais. J'avais une nana à l'époque, puis qui est devenue ma femme. Et à ce moment-là, clairement, ça créait une tension, mais je vivais, je pensais, ça tournait là-dessus. Donc, il n'y avait pas trop d'ouverture au reste. Il y a les enfants qui sont arrivés. Ça, on se prend une sacrée baffe. Moi, je me suis pris une sacrée baffe. On va parler en moi et je. À ce moment-là. Et pas mal de warnings. Donc, t'avais Evaneos à ce moment-là? Ah oui, j'avais déjà Evaneos, tout à fait. Donc, donc si à ce moment-là, quelqu'un d'expérimenté que tu respectes et qui machin te dit mais là tu vas pas réussir à faire une belle boîte avec Evaneos, qu'est-ce que... Nous, Evaneos avait été déjà un peu développé, pas beaucoup. D'accord.
Aujourd'hui, je pense que oui, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire qu'après, moi, j'ai levé le pied à plein de moments. J'ai eu mon troisième, je me suis arrêté pendant un mois complètement de travailler. Puis après, j'étais à mi-temps. Puis après, je suis resté à 4/5e pour accompagner mes enfants. Puis il y a eu des sujets avec mes enfants, donc ça a pris pas mal de temps. D'accord. J'ai une femme qui a été... Tu as pu te permettre, entre guillemets, de faire tout ça alors que tu étais dirigeante d'une boîte qui avait ses problématiques, j'imagine. Complètement. Et on parlait Ouais. du binôme avec Eric. C'est là où il y a un binôme qui a fonctionné de façon incroyable. C'est qu'on a une notion de liberté qui est fondamentale pour nous. Donc dès que quelqu'un arrive avec une demande, une question, on trouve un moyen de s'arranger pour que ça fonctionne. D'accord. Donc il n'y avait pas de question de rechallenger ça ou D'accord. de conviction forte là-dessus. Mais donc, si à l'époque, tu avais eu on va dire des croyances limitantes de je ne peux pas me permettre de prendre un mois alors que ma famille a besoin de moi parce que je dirige une boîte et que sinon je vais décevoir les investisseurs, je caricature à peine. Ah, mais il y en a plein qui sont comme ça. Je sais, c'est pour ça que je veux qu'on parle de ça. Mais en fait, il y a Qu'est-ce deux qui t'a sujets permis derrière. de pas. Donc, tu dis c'est communication avec Eric et notion de liberté fondamentale. À l'époque, Mais- c'est ce qui m'a permis ouais. ça. Aujourd'hui, ma conviction très forte, c'est quelqu'un qui est 24/24 dans son boulot sans prendre du recul, il n'est pas efficace pour l'entreprise. D'accord. Et plus ça se développe dans le temps, plus c'est le cas. C'est-à-dire qu'au début, forcément, si on s'arrête de bosser, je le vois que ça kick. Ça avance pas. On est tout seul, c'est nous qui, à chaque fois qu'on fait un pas, c'est la boîte qui fait un pas. Mais si on ne le fait pas, la personne va le faire à notre place. Donc là, il y a besoin de mettre de l'énergie. Et c'est là aussi au niveau temps-cerveau, c'est clair que ça prend beaucoup de temps cerveau. Le cerveau, il tourne dessus. Donc c'est là, avoir 50 projets en parallèle, je me rends compte aujourd'hui, c'est compliqué. Par contre, derrière, le fait de bosser 24/24 sur le projet, ça devient très vite contre-productif. Puisque c'est la prise de recul, la réflexion sur ce qu'on fait, qui permet d'apporter toute la valeur. Donc D'autant ça, c'est plus dans une deuxième étape où la boîte a grossi, on a même des dès le départ, employés. c'est-à-dire dès le départ, quand on est la tête dans le guidon, qu'on avance, moi je me rends compte que toute la création d'Evaneos, 90% des choses qu'on faisait n'avaient aucune valeur. Ok. Par contre, les 10% étaient très clés et qu'on n'était pas capable de savoir quels étaient ces 10% à l'époque. C'est dommage. Et donc c'est exactement. Mais si à l'époque vous aviez eu ce recul de dire on va faire que les 10% qui sont clés et le reste du temps on va aller faire du kite et s'amuser, ça aurait pu le faire. C'est ce que si tu mixes les deux trucs que j'ai dit, c'est d'un côté oui, il faut prendre du temps, respirer et notamment faire du sport et réussir à avoir un équilibre global et savoir pourquoi on fait ça, c'est clé et ça apporte énormément de valeur à l'organisation, donc à la startup en l'occurrence. Et en même temps, ça prend un temps cerveau, ce que je disais, qui est très important. Donc le fait de dire oui, je pourrais le faire par-dessus la jambe et réfléchir 10% du temps et le reste du temps, je penserai à complètement autre chose. Ça marche pas. Ça, aujourd'hui, j'y crois pas. D'accord. Donc après, peut-être qu'il y en a qui arrivent. C'est là où moi, je suis très ouvert et c'est la magie de l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a tout et son contraire en permanence. Les personnes qui ont des convictions fortes, il y a toujours un contre-exemple très fort d'entreprise successful qui est passé complètement autre. Mais aujourd'hui, oui, même les femmes, j'ai beaucoup de femmes qui réussissent à prendre beaucoup de temps pour leur enfant et à passer le temps qu'il faut. Il y a quand même une prise de temps cerveau, de réflexion, qui est présente et qui fait que non, on ne peut pas lancer 4 boîtes en parallèle en étant à fond dedans. Il y en a qui arrivent, tu vois, là j'ai un contre-exemple. Ouais. En tout cas, c'est compliqué pour moi. Aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir cette bande passante qui permet de réfléchir. D'accord. Toi, à l'instant T, voilà, tu te dis, quand je lance un nouveau projet, c'est compliqué de tout faire en même temps, quoi. Alors moi, comme je fais plein de trucs, je fais plein de choses en même temps. Tu le Par fais, contre, mais oui, tu assumes que c'est compliqué. Voilà, je sais qu'il y a besoin d'une certaine bande passante de réflexion sur le projet sur lequel on est en train d'avancer. Mais en tout cas, dans toute ton expérience de vie, tu t'es toujours autorisé à passer du temps avec ta famille quand il fallait. Pas au début. Non, par ce que j'ai dit, c'est que Ah je oui, suis non, pas au passé début, par là. non. Au Mais début, une fois, non. une En fait, fois que les enfants sont arrivés. Donc, j'ai surtout une femme très casse-pied, qui est toujours Ouais. très casse-pied. Ok, on Et la merci à remercie, elle. c'est bien, Je veux ouais. la remercier. Ouais. Et franchement, si elle n'était pas là, j'aurais pas du tout la même vie. D'accord. C'est qu'aujourd'hui, elle n'a pas lâché le bout. Elle m'a dit, mais attends, c'est pas ce que je veux vivre. Ok. Et donc, ça a trouvé un écho à un moment. Et donc, ça m'a permis d'avancer. Et à chaque fois, ça m'a permis de cranter. Et en effet, ça m'a permis de prendre du temps avec ma famille, d'être plus aligné. Et je pense d'être beaucoup plus efficace au sein d'Evaneos. Et aujourd'hui, d'en être là où je suis. Notamment en étant parti vivre ailleurs, en ayant du temps avec les enfants, en allant chercher les enfants à l'école. Voilà, en ayant tout cet équilibre-là qui nous permet d'avancer. D'accord, donc tu as été vachement challengé, notamment par ta femme, sur OK, qu'est-ce que tu es en train de faire et comment tu t'organises pour faire de la place à ce qui est important pour nous. Exactement. Ok. C'est ça. Ok. Et aujourd'hui, du coup, c'est quoi un peu ton rythme? Donc tu as plein de projets. Ça ressemble à quoi, en fait, ta vie quotidienne? Alors c'est compliqué, je suis entre Bas-sur-Mer et Paris. Je vais à peu près une fois c'est un peu plus, mais c'est une fois par mois qui est fixée. Puis t'entends, on a une deuxième fois par mois à Paris D'accord. pendant 2 jours. Et pareil, comme je t'ai dit, là c'est très minuté. Ok. Je prends le train à 5h du matin à Bas-sur-Mer et puis ça finit à 23h minuit suite aux différents rendez-vous, points que j'ai, personnes que je veux voir. C'est un honneur de l'avoir aujourd'hui sur le podcast. Il est arrivé, il était 16h, il n'avait pas déjeuné. On a dû attendre qu'il en mange. Merci de m'avoir laissé manger. Non, par contre, c'est un truc que j'ai toujours de la bande passante pour les personnes que j'apprécie, pour lesquelles je suis content de pouvoir prendre du temps, et notamment en tant que leader d'Evaneos, c'était un point qui était ultra clé pour moi. Donc pour revenir, donc, il y a des journées très denses, et après derrière, moi, ma vie elle se sépare en plusieurs projets.
Mais de façon globale, j'accompagne les enfants le matin à l'école. Au moins 2 fois par semaine, je vais les accompagner. Et le vendredi, c'est une journée famille. D'accord. Le vendredi, tu bosses pas. Alors, justement, la notion de je bosse pas, il y a d'autres parties dans la semaine où j'ai une maison familiale que je restaure aussi. Est-ce que c'est du boulot, pas du boulot, je sais pas. Bah, moi, j'avais entendu alors c'est un podcast, c'est un physicien, c'est un mec qui s'appelle Carlo Rovelli, qui est un peu le père de la gravitation quantique à boucle. Alors c'est la théorie, je crois, un peu concurrente de la théorie des cordes. Et ce mec-là avait dit dans un podcast, ça m'avait beaucoup touché, il a dit, moi, j'ai pas l'impression de travailler. Je me réveille le matin, je fais des trucs et limite, je suis étonnée à la fin du mois d'avoir de l'argent sur mon compte, quoi. Donc, c'est un peu ce que tu dis. Genre, est-ce que c'est plus du travail ou pas de restaurer une maison familiale ou de passer son CAP cuisine par rapport à aller au bord d'Evaneos? C'est une question. Exactement. Et on parlait de la zone de génie, c'est la définition de la zone de génie. Donc, c'est l'endroit où on travaille et ça nous donne de l'énergie. Quand on travaille, on fait quelque chose, on apporte une valeur à quelqu'un, à quelque chose. Et derrière, on récupère de l'énergie de l'avoir fait. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est la définition de la zone de génie et c'est le rêve de tout le monde. Et je pense que c'est un travail qu'on peut faire de façon proactive. C'est comme on arrive à travailler dans sa zone de génie en permanence. Mais toi, quand on entend un peu ton parcours, on a l'impression que ta zone de génie, tu l'as trouvée assez vite. Que déjà, chez Evaneos, tu es allé assez vite là-dessus. Et, déjà, la zone de génie, ça peut évoluer dans le temps, on est d'accord sur ça. Tout à fait. Et ça fait un peu, alors ça peut évoluer dans le temps. Ça fait un peu romantique là. Oui, je fais que des trucs que j'aime, j'ai un associé qui me comprend. T'inquiète pas, il y a le Covid qui est passé par là. Il y a pas mal d'éléments où on peut rentrer dans le dur. On a eu plein de moments qui étaient très durs chez Evaneos. Comment tu as réagi donc du coup quand Covid, Evaneos qui va pas bien? En fait, non, moi j'ai une caractéristique qui est très forte, c'est que j'ai beaucoup de mal à me forcer. Mais c'est quelque chose qui est très dur aussi. C'est que procrastiner, je peux arriver sur un truc, j'ai un truc à faire, si j'ai pas l'énergie de le faire, si justement je suis pas dans une zone où je suis super content de le faire, j'ai du mal à m'y mettre. C'est un gros défaut. Donc finalement, c'est un défaut, mais qui t'a mis un stop direct, qui t'a obligé à aller chercher ta zone de génie. Exactement. Et après, ça va très bien. On parle de somatiser, bac d'histoire géo. Moi, je suis arrivé, j'ai eu une migraine. D'accord. Donc j'ai été incapable d'écrire quoi que ce soit. Tu fakais pas. Exactement. C'est toujours pareil, c'est toujours somatisé. Non, je ne fakais pas. Pour le coup, tu as un tam-tam dans la tête, il est là, le tam-tam. Ouais. Mais par contre, d'où il vient, qu'est-ce qu'il y a? C'est super intéressant l'histoire géo, je comprends pas. Alors pareil, voilà, on pourra en parler des heures de l'éducation. Chacun son truc. Donc l'éducation est passionnante, ce qu'on apprend et comment on l'apprend, ça c'est une autre histoire. Mais donc, ok, donc de toute façon, comme tu peux pas te forcer... plein de trucs qui sont chouettes, voilà, plein de trucs que je fais avec beaucoup de plaisir, plein de trucs qui sont super durs à faire, mais qui finalement, en général, sont reliés à pourquoi je fais ça, naturellement. Et donc, qui me permettent d'avancer. Typiquement, le Covid. Là, on se retrouve avec Eric. En fait, il n'y a pas de question. On nous appelle, nous, en janvier, j'étais dans une cellule de crise. Normalement, je n'y suis pas. Dans le tourisme, les cellules de crise, c'est classique. Il y a toujours un attentat, toujours, désolé de le dire comme ça, un attentat, un volcan qui bloque l'aviation, une destination qui est fermée, etc. Donc, on a en permanence des cellules de crise. En tant que DG, à l'époque, je n'étais pas dans toutes les cellules de crise. Là, on se met dans une cellule de crise, on dit, tiens, Yvon, tu viens. C'était un feeling, c'était un virus en Chine. Ouais, on savait pas qui fait que la Chine allait potentiellement fermer. Et potentiellement, on n'allait plus pouvoir aller dans d'autres pays parce que les vols passent par là. Voilà, et ça, typiquement, on rentre là-dedans et après, on se met en mode action, en fait. Il n'y a pas de question. En mode survie. Exactement. Et donc après, quand on est confiné, qu'on part avec les enfants dans la voiture, qu'on est en téléphone parce qu'on a des voyageurs qui sont bloqués partout dans le monde, qu'il faut rapatrier, etc. Tu as fait ton job, tu t'es pas posé de questions. Tu t'es pas dit à ce moment-là, est-ce que c'est dur, pas dur, etc. C'est mon élan vital de faire ça. Et franchement, on vit le truc pleinement. Et quand on est entrepreneur, c'est un peu difficile de dire ça, mais c'est aussi pour vivre ces moments-là, qui sont très denses, où on voit comment on réagit, on se voit réagir, on tire aussi tout le fruit de tout ce qu'on a mis au niveau de la culture de boîte derrière, parce qu'on se rend compte que les personnes, ils suivent, ils sont contents d'être là, alors que c'est super dur. Quand on doit se séparer de personnes parce qu'il y a un problème économique, les discussions qu'on a, on voit dans quel ton il y a, on se découvre aussi à ce moment-là. C'est comme les sportifs de haut niveau qui font une épreuve. C'est comme ça aussi qu'on se découvre. Et comment tu as fait? Donc, il y a eu cette crise du Covid et finalement, tu t'es mis en mode survie quand il fallait. Mais moi, je vois aussi certains entrepreneurs, ils sont comme ça depuis 10 ans. Et chaque 6 mois, ils expliquent, par exemple, à leur compagnon ou à leur compagne, non mais t'inquiète pas, là, c'est encore 6 mois où ça va être comme ça, puis après, ça va s'arranger parce qu'on va recruter, parce qu'on va lever. Et toi, finalement, c'est pas ça. J'ai l'impression qu'il y a eu des cycles, il y a eu des moments très intenses, mais c'est redescendu. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui te dit depuis 10 ans, non mais t'inquiète, là, c'est encore 6 mois où c'est comme ça, et puis après, ça va se calmer? Alors, ça dépend de la relation que j'ai avec la personne et c'est pourquoi je suis là. Ouais. Si c'est un leader que tu accompagnes. En tout cas, dans les leaders que j'accompagne, les discussions qu'on a derrière, c'est quoi l'attention qui vit et c'est quoi les conséquences que ça a d'aller appuyer là où ça fait mal. Donc dire, ok, mais est-ce que c'est ce que tu vis? Parce qu'il y en a qui sont bien là-dedans, finalement, c'est ce qu'ils vivent et ils n'ont aucune envie de changer. Donc en fait, c'est... Même s'ils te disent ah mais oui, je sais que ça embête, je vais prendre le truc exprès, ça embête mon mari, mais ça va aller.
limite, ils sont prêts à ce que leur couple capote pour ça, parce que ça les dérange pas, au fond. Et ben en général, ce qui est intéressant, c'est d'aller creuser justement quelles sont les conséquences. D'accord. Donc, en fait, et donc là, on appelle ça le mode chacal. On dit en fait, t'es très content avec ça. Ça te va très bien. Et donc, assumer. T'en tires quoi comme bénéfice de ça? Mm. C'est quoi ce qu'il y a comme positif de ça? La personne dit ah non, mais je le subis vraiment. Et là, c'est là où on va creuser le sujet, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et puis on va les reconnecter, nous, ce qu'on appelle l'élan vital. C'est quoi qui fait vibrer cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut vivre? Et donc là, c'est un travail qui est passionnant, qui permet de prendre du recul. Et en général, la personne revient, pas en mode il faut que je change parce qu'il faut que je change, ce qui demande énormément d'efforts. Notamment changer parce que mon conjoint me l'a demandé. C'est un bon départ, mais ça demande beaucoup d'efforts derrière si ce n'est pas connecté à quelque chose qui est plus fondamental. Soit on comprend vraiment ce qui se joue chez le conjoint. Ça, c'est une super discussion. En CNV, on en parle beaucoup, le besoin qui est nourri chez le conjoint. Soit on parle de la personne, ok, mais qu'est-ce qui est vraiment nourri derrière? Et on va aller creuser ce qui se passe derrière. Et après, derrière, l'exécution, c'est facile, en fait, c'est un non-sujet. Ok, ça, c'est intéressant. C'est de dire, une fois qu'on se connecte à son élan vital, l'exécution devient un non-sujet? Une fois qu'on arrive à comprendre ce qui se joue pour soi. Okay. Et derrière, on l'accepte, on dit que c'est comme ça, et puis on avance, et puis c'est très bien. Là, j'ai raccroché avec un leader juste avant. La conclusion, c'est de dire, voilà, j'ai des œillères aujourd'hui, mais je suis bien avec ça. Okay. Ça me permet d'avancer, j'ai une release à faire, j'ai encore 3 mois comme ça. Je vois très bien ce que ça pourrait m'apporter d'être accompagné. Les endroits où on a discuté, je vois très bien qu'il y a un sujet, je suis venu te voir pour ça. Merci, ça me permet de me conforter dans le fait que voilà, j'ai mes œillères, j'avance. Pour l'instant, et on se retrouve dans 3 mois. Ok. Moi, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de volonté de changer. Dans ce cas-là, c'est pas nous qui allons projeter le fait qu'il bosse trop. Mais très régulièrement, quand on creuse, on va toucher des endroits où c'est compliqué, où la personne derrière, elle va aller toucher quelque chose. Et notamment, si je parle de moi, parce que c'est intéressant de le faire. Moi, à ce moment-là, il y avait Lorraine justement qui me disait tiens, on bosse trop. Ça a dû aller très profond pour comprendre ce qui jouait chez elle et chez moi, avec les enfants. Et aujourd'hui, quand je relis, je me dis ah oui, je n'avais pas du tout compris l'enjeu qu'il y avait. Le jour où il y a eu l'enjeu, j'ai changé. Oui, et ça n'a pas été compliqué de changer, de trouver l'énergie de changer parce que tu avais compris, quoi. Exactement, très ancré. D'accord. Et donc derrière, après, ça déroule. Super cool. J'ai l'impression que c'est drôle quand je prends du recul par rapport à ce qu'on dit. J'ai l'impression que ça paraît très simple, très magique, mais c'est l'avantage du psychique, en fait. C'est là où seul, le fait de trouver l'origine, dire tiens, j'ai trouvé l'origine, je vais pouvoir avancer. Moi, je sais pas faire. Clairement, j'ai besoin. Oui, t'as besoin du rétroviseur. J'ai besoin du rétroviseur, Okay. complètement. Comment tu vois le travail avec un sidekick versus, je sais pas, avoir un psy? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est complémentaire? Tout à l'heure, d'ailleurs, même pour revenir un peu sur les postures d'équivalence, etc., tu parlais tout à l'heure de transfert contre transfert. Pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas ça du tout, comment tu pourrais comparer les relations et dire ce que ça apporte, ce que c'est? Oui. Alors, donc, non, ça n'a rien à voir. La question sur le psy, coach, psychic, c'est vraiment des rôles différents. On va chercher des choses différentes. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un pourrait avoir un psy et un sidekick ou... Est-ce que ça aurait du sens? Je dirais même que dans les personnes que j'accompagne, c'est le cas de beaucoup, de plusieurs. Je confirme que moi aussi, j'ai beaucoup de personnes qui font les deux. Ouais, tu vois, je suis en train de passer en revue ceux que j'ai accompagnés ou ceux que j'accompagne. Ouais. Y en a même qui ont coach et psychic. D'accord. Mais dans ce cas-là, en fait, le coach, il y a un contrat de coaching. C'est bien, ça me permet de voir les différences, de rentrer dans les différences. Ouais. Donc, le contrat coaching, ça permet de donner sur quelle problématique on va avancer. D'accord. Le psychic, on a un cadre de travail, on a des zones de travail, mais derrière, on va ouvrir un angle mort. Donc, on ne connaît pas forcément au début de la séance. Donc, ça va permettre de partir d'une problématique, d'aller ouvrir des champs non explorés et après de revenir sur la problématique avec autre chose. C'est terrible parce que je me rends compte que toutes ces années, je pensais faire du coaching et je faisais du sidekicking. C'est possible. On en avait déjà parlé pas mal. Donc. C'est clair, c'est marrant. Mais ce que tu m'as dit, moi, si je vais même le dire plus précisément, ce que tu m'as dit, le premier échange qu'on a eu, c'est dire voilà, je suis sorti de mon école de coaching, j'ai fait du coaching, et puis à un moment, en fait, j'en ai eu marre, j'avais l'impression de ne pas apporter tout ce que je pouvais apporter, donc j'ai enlevé la casquette, mais en connaissance de cause. Oui, mais j'avais pas conscience à quel point, en fait. Je me suis juste dit sur le moment, je veux pas faire du coaching comme on m'a appris, je vais le faire différemment. Mais c'est marrant. Et c'est là, après, il peut y avoir une guerre de noms, et il y a des coachs qui font ce qu'on fait. Nous, c'est là où je dis qu'on n'invente rien et j'ai pas envie de me revendiquer. Par contre, on le formalise, on le structure, et on parlera un peu de la matrice, si tu veux, d'intervention après, qui permet de prendre du recul sur l'accompagnement du leader. Donc, le coach, il va vraiment intervenir normalement sur un côté savoir-être en situation professionnelle et faire avancer le leader sur ce sujet-là, en faisant sortir du leader les solutions. Il y a une histoire de posture maïotique, de posture basse, de poser des questions pour faire avancer, faire cheminer le leader.
Quelque chose qui différencie, on s'en est rendu compte là maintenant, c'est que beaucoup de coachs sont contre la notion de formaliser les choses. C'est dans la discussion, il faut être dans l'instant présent, vivre la chose et faire sortir les choses, les éléments du leader, les éléments qui permettent d'avancer sur la problématique. Nous, en Sidekick, on a de la formalisation, on a des supports, on avance sur des choses concrètes au niveau pro pour pouvoir avancer sur les problématiques qui sont en général différentes de celles qu'on fait en coaching. Et la notion de psy, pour le coup, c'est vraiment le côté perso. Donc, et c'est souvent, il y a des personnes que j'accompagne, on va aller travailler dans des zones qui va appeler lui psy. Donc, on va aller travailler l'élan vital, on va travailler sur qu'est-ce qui revenir sur l'enfance, sur qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qui lui a donné de l'énergie pour nourrir ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a des sujets où on va faire péter des facteurs limitants, notamment avec la CNV. On va aller travailler sur des traumas au sens psychologique, donc au sens très large du terme. Mais notre but, ça ne va pas être de les enlever ou d'aller comprendre pourquoi ou d'aller creuser ce sujet-là spécifiquement. C'est juste pour nourrir la réflexion globale et pour réussir à faire péter les facteurs limitants. Il y a des moments où on n'est plus apte. Et donc, on va lui dire, tiens, là, il y a un sujet où c'est super intéressant. Ou alors, nous, on va utiliser quelques éléments qu'on a vécu personnellement pour accompagner, et on va se rendre compte qu'à la fin, on peut aller beaucoup plus loin, que la personne est intéressée par cette méthode ou par cette manière d'apprendre ou de grandir, et on va l'orienter vers une personne qui va pouvoir le faire avancer là-dessus. Ok. Et si on revient sur la posture, du coup, c'est quoi la posture d'équivalence Donc le coach et le psy, parfois, le psy, il y a plusieurs éléments et c'est un peu plus complexe. Je crois que je n'ai pas suffisamment les mots pour le dire au niveau de la posture, mais en tout cas, le coach chez certains psys, c'est une posture basse, donc une posture maïotique. On va poser des questions et faire avancer le leader. Et puis là, ce dont on n'a pas parlé, c'est tout l'autre côté du spectre, qui est la posture haute. Donc ça, notamment, surtout sur le côté pro en général. Donc j'arrive avec une question particulière et je veux une réponse. Okay. Donc souvent, on fait appel à des mentors, à des consultants qui vont arriver, ou à des board members. Voilà, c'est des personnes qui arrivent. T'as tel problème, ok, moi j'ai fait ça, ou tiens, essaye ça. Ça marche très bien quand on a un problème particulier, on avance là-dessus. Ça, c'est la posture haute. Le Sidekick, il est en posture d'équivalence. Donc on arrive avec un problème, on va d'abord challenger le problème, la problématique, pour aller voir ce qui se passe derrière. Et on va aussi amener des éléments pour avancer sur le sujet, de la méthodologie, être transparent là-dessus. Et ça va permettre à la personne de repartir avec des next steps très concrètes par rapport au problème qu'il a en arrivant. Alors là, je t'ai perdu. Donc d'équivalence, donc on est au même niveau, entre guillemets. Je ne suis pas juste là pour te poser des questions et je ne suis pas là pour t'expliquer quoi faire. Ouais. On discute comme limite. Est-ce que on discute comme deux associés pourraient discuter en mode, bon, bah, on a ce problème, je vais amener mon jus de cerveau pour dégoupiller le problème avec toi Alors, non, il y a un écart par rapport à un associé. C'est l'associé, il va avoir son point de vue et il va rester dans son monde à lui. Et puis il va y avoir deux mondes qui vont discuter ensemble et puis réussir à se nourrir. Okay. Nous, on a quand même une vision méta de ce qui se passe. Donc on accompagne le leader. On est Sidekick du leader. On n'est pas Sidekick de la situation. Quand tu discutes avec l'associé, tu poses sur la table le problème et puis vous allez travailler ensemble sur le problème. Nous, on accompagne le leader. D'accord. Donc c'est là où c'est différent. Le problème, c'est le leader, entre guillemets. Enfin, c'est pas ça que je veux dire. Tu as compris. Genre, le sujet de travail de la réunion, c'est le leader. C'est le leader qui apporte son problème. Mais et donc coup, derrière, on va justement travailler sur l'ensemble. D'accord. En équivalence, c'est-à-dire qu'on va être transparent sur ce qui se passe. On va amener le leader à se poser des questions sur lui. C'est-à-dire quoi être transparent sur ce qui se passe par exemple, sur j'essaie de prendre un conflit d'associés. Okay. Alors, conflit d'associés, c'est un gros mot. Mais derrière, ça peut être juste une tension. Il y a un moment, il m'a envoyé un Slack un matin. Ça m'a foutu hors de moi. J'ai une session juste après. Il va me parler parce qu'il y a une heure. Il me dit, putain, je me rends compte qu'en fait, c'est encore vivant. Météo du début. On prend ce sujet-là. Donc, on va aller travailler sur pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé pour lui, qu'est-ce qui se joue. Et souvent, on tire un petit fil et puis il y a une grosse pelote derrière de quel est l'enjeu qu'il y a entre les deux personnes. Et en général, on fait prendre conscience au leader pourquoi lui réagit comme ça. Et c'est là où on est transparent avec lui. C'est là où on va pas juste dire, tiens, pour faire ça, tu pourrais faire ça, ça, ça. Donc, utiliser telle méthode de relation, de feedback, de toutes les formations qu'on peut avoir qui seraient justement de la posture haute. C'est dire, OK, voilà, qu'est-ce qui se joue pour toi ? D'aller comprendre les enjeux. Donc derrière, une volonté d'être écouté, une volonté d'être considéré, ou derrière quelque chose qui se rejoue pour lui en permanence et le Slack, il le prend comme une violence infinie. Et en fait, souvent, on se rend compte que le sujet, en effet, c'est lui. C'est comment lui, il interprète le message de son associé. Okay. Et donc ça, c'est typiquement ce que j'appelle être transparent, c'est lui faire prendre conscience de l'ensemble de ce qui se joue pour lui. Et après, derrière, à partir de ça, on va travailler en équivalence. C'est là où on est transparent sur qu'est-ce qui se passe. Et donc après, comment on peut faire pour faire avancer la situation. Et donc, on a des next steps très concrètes. Et souvent, ça va être déjà juste faire un point
avec l'associé pour lui exprimer ce qui s'est passé. Et souvent, il y a une demande, si on part en CNV pur, il y a une demande à la fin sur OK, comment on peut faire pour faire que ce message-là, il soit à l'oral, ou il soit au moment où ils ont un feedback derrière, ou qu'est-ce que ça fait juste que je te dis ça. Voilà. Et ça permet de faire évoluer la relation entre les deux associés. Je pense que c'est un exemple qui va parler à beaucoup de monde. Si, je pense que ça va parler à beaucoup de monde parce que, comme tu dis, comme conflit entre associés, c'est pas juste la guerre ouverte. L'idée, c'est d'arriver même avant. C'est le Slack qui m'a mis hors de moi. Bah oui, mais se dire, de partir du principe que quelque chose qui te met hors de toi, il y a quelque chose qui se joue. Et donc, et c'est de la matière vivante qui, très concrètement, peut avoir un impact énorme sur la boîte parce que on va dire les irritations entre associés, ça peut s'empiler jusqu'à ce que ça explose et que ce soit trop tard, limite. Exactement. Donc, ouais, le plus bel accompagnement que j'ai, c'est des personnes qui sont venues me voir en disant on sort d'un moment qui était très dur. Là, ça va super bien. On veut juste s'armer et comprendre ce qui s'est passé et ce qui se passe aujourd'hui pour ne pas revivre ce qu'on a vécu. Hyper intéressant. Ouais, et ça, ils sont proactifs, cela dit donc. Exactement, c'est très rare. Hein. Oui, c'est pas courant, mais et ça permet derrière d'avoir une matière infinie. Mais le point de départ, c'est de prendre des tensions qu'il y a. Il y a beaucoup de trucs qu'on laisse passer, on se dit il vaut mieux traiter ça après. Et en fait, juste avoir un acolyte qui permet, c'est rapide, là on parle d'une heure de travail où c'est fini, où il y a une question d'après, et après ça change complètement les relations. La personne, au début, elle dit putain, c'est ouf ce qu'il m'a fait, c'est un gros connard, il aurait déjà dû m'envoyer ce message-là, en 10 minutes, un quart d'heure, à dire ok, en fait je comprends, c'est chez moi que ça se joue, c'est comme ça que je l'interprète. Et lui, c'est ça qui se joue chez lui. Ou alors, je pense que c'est ça qui se joue chez lui. Donc, comment on peut réussir à changer ça et derrière, ça change toute la relation. Une session, derrière, il a une autre vision. Et pareil, quand on travaille, on parlait d'élan vital perso, on parlait de vision de boîte. Une personne qui a un projet qui ne marche pas, il y a mon CPO, il fait de la merde. L'exemple que j'ai vécu il y a quelques mois, je veux virer ma CMO. Aide-moi parce que j'ai beaucoup de considération pour elle, donc je veux le faire proprement. Ok. Voilà, point de départ de la discussion. Okay. Classique. Un grand classique. Voilà, grand classique. Discussion, je vais vite parce que je vois que tu regardes là aussi. Non, t'inquiète. Fin de la session, c'est en fait, je l'ai mis dans un contexte qui fait c'est impossible qu'elle déploie ce que je voulais qu'elle déploie. D'accord. Ouais. Donc potentiellement, c'est pas la bonne personne. Je sais même pas si c'est la bonne personne, pas la bonne personne. Dans tous Par les contre, cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, si j'en mets une autre au même niveau avec le même truc, il y a 80% de chances qu'il y aura une tension. Ouais. Donc moi, j'ai quelque chose à changer sur le cadre que je mets. Et derrière, une next step très concrète, discussion, et puis après, derrière, il s'avère que la personne, elle est partie d'elle-même un an après. Mais pendant un an, ça s'est très bien passé. Ok. Mais donc, elle aurait pu rester. Enfin, je veux dire, une fois que tu as changé ça, ça se complètement, trouve... ça a complètement changé la relation qui a... Et toute la valeur qu'elle pouvait créer pour la boîte, etc. Hyper intéressant. Complètement. Pour un peu aller raccrocher plus ça à toi, ce serait quoi un peu tes plus grandes fiertés pour Sidekick? Et on va dire, je sais pas, ta plus grande fierté à fin 2024 et à fin 2034. Alors, il y a plusieurs fiertés. Mes fiertés en tant que Sidekick. Aujourd'hui, il y a plein de personnes que j'ai accompagnées dans une entreprise qui était en difficulté, qui ont levé des fonds, qui n'ont pas réussi à l'élever, qui ont dû séparer de personnes, de restructurer la boîte. Et ça, je pense que tout au long du chemin, pour le coup, le rétroviseur a fait qu'ils ont vécu toute la séquence. Et la boîte aujourd'hui est une très belle boîte. Je pense qu'il va bien se développer avec une façon beaucoup plus posée. Et ça a permis de faire des choix de façon beaucoup plus proactive que de subir cette séquence-là. Okay. Donc ça, c'est un truc dont je suis quelque chose très fier. Qui pourrait être, en tant que Sidekick, en tant qu'accompagnant, une de tes fiertés 2024. Exactement. C'est fini en fin 2023. C'est pas sur 2024, c'est bien. 2024. Ou qu'est-ce que tu aimerais me dire, en fait, si ce n'est pas encore fait? Ouais, alors 2024, il reste encore plein de temps. Ouais. Et après, moi, la fierté, c'est surtout sur le projet Sidekick, où je suis super fier de la communauté, des échanges. Là, on a encore fait un code dev hier, où à chaque fois qu'on raccroche, on sent qu'on a créé quelque chose et qu'on fait... Moi, il y a une notion d'impact qui est importante, où je sens que les personnes, elles grandissent et qu'il y a une notion de congruence qui arrive. Donc ça, je suis convaincu que ça fait un apport au monde qui est clé. Et qu'aujourd'hui, il y a trop de dissonance. Tout le monde dit faut faire que le monde aille mieux, le monde marche sur la tête. Ok, mais qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas le temps de poser des questions ou de prendre du recul. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on permet aux personnes de prendre du recul et d'être plus dans leur zone de génie, en congruence, et donc d'apporter beaucoup plus de valeur au monde.
En tout cas, c'est ma fierté de façon globale. Donc, l'exemple, c'est Codev, c'est les discussions que j'ai avec les psychics, c'est avec certains leaders, même temps en process de vente, où à la fin, j'ai des personnes qui n'achètent pas un accompagnement en tant que tel, mais alors, c'est pas forcément un succès en vente, mais pas grave. derrière, il y a un super retour en disant voilà, merci pour les échanges, ça m'a permis de voir les choses différemment et je te recontacterai plus tard quand je voudrais lancer un accompagnement plus long terme. Et ça, donc on peut le projeter à 2034, la même chose avec plus d'impact, plus de vent, plus... Oui, sauf que moi, il y a un autre truc dont je serais super fier. Aujourd'hui, on est encore dedans, donc j'ai pas envie de le dire en fierté 24 parce qu'on travaille dessus. C'est l'équipe psychique, l'équipe de la communauté psychique. Et comme on arrive à être dans notre zone de kiff, on parlait de la zone de flow, ensemble, tous. Et donc là, c'est un KPI qu'on s'est mis comme objectif au sein du projet. Et ça, pour moi, ça serait vraiment un succès d'atteindre l'ambition qu'on a, mais surtout avec cette congruence. Et pour moi, cet alignement, c'est le challenge principal que j'ai. Donc avoir des gens dans la communauté, dans l'équipe fondatrice qui sont dans 5 ans, dans 10 ans, dans leur flow et contents d'être là, quoi. Exactement. Et ça, ça serait génial. Super. Merci beaucoup, Yvan. Merci, Mounia. À bientôt.